Bonsoir à toutes et à tous de Rechef. Donc là, c'est pour la conférence de ce soir, qui va être donnée par Placide et Museau, Alcor et Nissar, Luc et Leia, ou l'inverse, on ne sait pas. Kirk et Spock, ou l'inverse. Enfin, bref, je vous laisse choisir. Hugo Bellagamba, Roland Lehoux, professeur des universités à Nice, en histoire du droit et des idées politiques. Professeur d'astrophysique, président des Utopiales, programmateur à Florence depuis des années, intervenant. Et donc ce soir, une conférence en duo, c'est pas la première fois qu'on fait ça. On avait déjà fait pas la dernière, c'est sans doute pas la dernière. Sans doute pas la dernière. Une conférence en fait qui vous rappellera pour certains, pour les anciens, pour les fidèles, pour ceux qui viennent tous les ans, ils disent mais ils sont de notre gueule, le Bellagamba Lehoux. Ils ont déjà parlé des stations orbitales il y a longtemps. Je vous laisserai retrouver ça dans les programmes anciens. Alors là, on va parler ce soir des stations orbitales, alors avec un angle un peu différent de la fois d'avant. On va revenir sur ça, des nouvelles images, nouvelles idées, mais en sous-titrant pour donner aussi toute sa part aux aspects qui ne sont pas que scientifiques de ces questions, et donc à toute sa place à Hugo. Les stations orbitales, des utopies célestes assiégées par les réalités terrestres, point d'interrogation. Une question dont on va essayer, tous les deux, d'y répondre pendant l'heure qui suit. Oui, et puis alors, ce qu'on vous promet, c'est qu'à la fin de la conférence, nous ferons une sélection des personnes qui ont été le plus sages, qui ont le mieux écouté, que nous connaissons déjà peut-être, pour partir tous et toutes avec nous dans une station orbitale qui nous attend. Le seul problème, c'est qu'une fois à bord, c'est terminé, vous ne pourrez plus redescendre sur Terre. Donc réfléchissez bien. Donc cette question des stations orbitales, alors d'abord cette planche d'introduction qui montre un peu la variété des représentations de... Alors vraiment, on n'est pas dans la station au sens de la station internationale, vous allez voir, la station internationale c'est tout à fait minuscule en comparaison des objets que nous allons évoquer ce soir. Des couvertures de pulps, de ces magazines faits en pulpe de bois, de magazines peu chers, qui avaient des couvertures toujours extraordinaires, très... engageante, en tout cas pour le public, le lecteur, toujours très abondant. Une image aussi que j'aime beaucoup, une image qui vient de la Domenica del Corriere, un journal italien qui montrait ce qui se passait, enfin des choses qu'on pouvait voir à l'exposition universelle de Milan, en 1958. Et le public, alors là évidemment c'était monté comme un diorama, le public pouvait rentrer dans quelque chose qui devait lui donner l'impression d'être dans une station orbitale. Et on voit alors le public, mais aussi imaginer des gens qui seraient dans cette structure réellement présente dans l'espace et qui pourrait observer la Terre depuis l'espace en tenue normale, en tenue de ville, en tenue civile, et observer la Terre depuis l'espace, et puis la Lune, enfin les merveilles de l'univers, comme si finalement ils étaient une sorte de voyage ou de tourisme à l'échelle qui serait démocratisée pour tout le monde, ce qui n'est pas sans évoquer certaines choses que nous citerons à la fin. Alors, cette question des stations orbitales, pourquoi on parle d'utopie céleste assiégée par les réalités terrestres? C'est pour faire ce que nous faisons souvent avec Hugo individuellement et en commun, les aspects science et science-fiction, les aspects science et sciences politiques, sciences sociales, organisation, les rapports qu'il peut y avoir entre ces deux grands domaines de l'esprit humain, de la réflexion humaine. Et les stations orbitales, on veut amener l'idée, je ne vais pas faire une ligne historique, il y aura des ruptures, des retours, mais pour montrer que cette question des stations orbitales, elle est apparue du côté des grandes stations orbitales, des choses. Alors, la science-fiction représente ça. On va voir d'où viennent ces images tout à l'heure. Mais elle est venue aussi d'ingénieurs qui ont réagi à une situation terrestre. Donc c'est aussi quelque chose qui a été pensé comme un rêve d'ingénieur en réaction à une situation terrestre. Et cette situation terrestre, quelle est-elle? C'est la question des limites de la Terre que la science-fiction a très tôt envisagée, en fait très tôt. Envisager ça très tôt, et qui est paru en 1972, The Limit to Growth, le rapport du Club de Rome, le rapport Meadows, qui discutait la façon dont l'humanité extractiviste, productiviste, capitaliste, consommait le monde à un rythme si frénétique et exponentiellement croissant qu'il finirait par être complètement rongé, ce monde, par cette croissance espérée, éternelle, mais... Seuls les fous pensent que la croissance éternelle est possible dans un monde fini, comme disait un économiste. Et la science-fiction, voyant cette chose-là, la science-fiction qui n'est qu'un miroir du monde,
a tout de suite essayé de mettre en scène et d'intégrer dans ses histoires les questions des limites de la Terre. Et par exemple, on va faire aussi un peu de science-fiction, un peu de name-dropping, de textes que vous avez peut-être lus, Le Troupeau aveugle de John Brunner met en scène, 72, l'année même de la publication du rapport Meadows, met directement en scène les questions d'une Terre rongée par une pollution, une surpopulation, une pollution galopante. Surpopulation qui est aussi mise en scène alors, dans un film que vous avez sans doute vu qui s'appelle Soleil vert, qui vient d'une œuvre de Harry Harrison, Make Room, faites de la place, littéralement faites de la place. Vous voyez que les riot control, les contrôles de foule de l'époque sont à la pelleteuse. Vous voyez qu'on est peut-être très loin d'un truc comme ça, quand on voit les événements récents, Gilets jaunes et autres. Eh bien, cette surpopulation est aussi mise en exergue par des textes, notamment le fameux Population Bomb de Paul Ehrlich, un biologiste qui alerte sur le fait que la population humaine, dans les années 70, est en croissance exponentielle. Je suis né, il y avait moins de 3,5 milliards d'habitants. Il y a maintenant 8 milliards d'humains. Et on a des pays qui, à l'époque, s'appelaient pays du tiers-monde, qui n'avaient pas fini leur transition démographique, qui étaient en train d'entamer leur transition démographique et qui vous voyez la population mondiale croître extrêmement vite, avec donc des inquiétudes qui ne se sont pas réalisées dans la pratique, de faim galopante, etc. Il y a eu la grande révolution verte, il y a beaucoup de choses à raconter sur ça, mais l'idée que nous étions en train de toucher les limites de la planète et que si nous ne les touchions pas, ça allait arriver bientôt à cause de la croissance exponentielle de nos sociétés. Et pour ajouter, la science-fiction, en fait, qui est un miroir de nos sociétés, hein, d'une certaine façon, les thématiques de la science-fiction évoluent avec la société. La science-fiction, par exemple, elle parle de l'apocalypse nucléaire lorsqu'on est en pleine guerre froide, elle parle des États totalitaires lorsque le totalitarisme arrive et se concrétise. Et bien ici, pour la première fois, dans les années 70-73, la science-fiction est confrontée à une nouvelle thématique qui est l'épuisement des ressources de la Terre, l'épuisement même de la planète et le voyage spatial, le rêve d'espace que la science-fiction porte en elle depuis toujours, on pourrait même dire depuis Jules Verne, change un petit peu de nature. En tout cas, il change un petit peu de raison. Par exemple, dans la science-fiction américaine des années 30, 40, 50, on va y revenir tout à l'heure, le rêve de l'espace, c'est l'espace comme une destination presque inévitable. Il est évident pour les auteurs de science-fiction des années 40-50 qu'on ira explorer les étoiles. Et donc, aller dans l'espace, c'est quelque chose qui est presque programmé dans les représentations que l'on a de l'humanité, mais ce n'est pas une nécessité, c'est un projet. C'est une possibilité, une envie, comme disait Jack Williamson, un grand auteur américain, on a toujours envie d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la colline. La colline ou l'univers, c'est la même chose, c'est la curiosité qui nous porte. Alors que dans les années 70, avec l'impact du rapport Meadows, avec le choc pétrolier, on a une prise de conscience pour la première fois des limites de la planète. Et cette prise de conscience, elle introduit une notion de nécessité, de gravité. Le voyage dans l'espace va devenir non plus simplement un divertissement ou une curiosité intellectuelle, mais peut-être un moyen de sauver l'humanité. Et donc ça modifie pas mal les représentations que l'on va trouver de l'espace, de l'environnement orbital et spatial dans la science-fiction. Alors ces questions de limites planétaires, on les trouve dans une œuvre très emblématique de la science-fiction, dont j'ai déjà parlé ici il y a quelques années, dans Dune, où on voit le planétologiste, une notion, métier inventé par Frank Herbert, quelqu'un qui étudie, transforme les planètes, fait de la, on pourrait appeler de la géo-ingénierie maintenant, enfin, quelqu'un qui connaît une planète au point qu'il est capable non seulement de comprendre tous ces mécanismes fonctionnels, mais aussi d'agir sur eux, où nous dit, au-delà d'un point critique dans un espace fini, la liberté décroît comme s'accroît le nombre. Cela est aussi vrai des humains dans l'espace fini d'un écosystème planétaire que des molécules d'un gaz dans un flacon scellé. Cette analogie entre foules humaines et molécules dans le gaz, on la trouvera aussi chez Isaac Asimov dans sa psychohistoire, hein, autre chose, mais juste pour dire que cette analogie-là, humanité, gaz, elle est même au cœur de tout un tas d'autres philosophies, si j'ose dire, de l'humanité, qui sont notamment j'oublie le nom, ça va revenir, non, pas la psycho, bon, ça va revenir. Et on nous explique que la question qui se pose pour les humains n'est pas de savoir combien d'entre eux survivront, mais quel sera le genre d'existence de ceux qui survivront, tant les ressources seront rares. Alors cette question
des limites de la Terre, elle est maintenant posée très concrètement, évidemment, dans notre réel. Nous sommes rattrapés par ces à la fois prédictions du rapport Meadows, mais aussi cette anticipation, mise en scène, transformée par la science-fiction. Et on peut regarder, par exemple, j'ai récupéré très récemment le dernier diagramme qui représente le nombre de terres. Alors c'est une façon de comptabiliser l'empreinte environnementale de l'humanité. Là, nous avons dépassé les capacités naturelles, de reproduction naturelle de la Terre, des biosystèmes terrestres, le 24 juillet dernier, à l'échelle de l'humanité. Nous sommes déjà en train de consommer une Terre qui n'est déjà plus en train de se renouveler. La consommation de terre en équivalent terre, c'est 1,8 pour l'humanité dans son ensemble. Verticalement, il y a ce nombre de terres. Alors 1, ça serait l'idéal, enfin en tout cas une valeur à ne pas dépasser. Il faudrait mettre en dessous de 1, et verticalement jusqu'à 3, 4, 5, 10 terres. Et horizontalement, l'indice de développement humain, HDI en anglais, Human Development Index, qui est un agrégat qui varie entre 0 et 1. 0 c'est l'enfer et 1 c'est le paradis, enfin en tout cas ça se passe bien selon cet indice. C'est un mélange de PIB par habitant, indice espérance de vie à la naissance et durée de scolarisation de la population. En mélangeant ces trois indices, on fait un nombre entre 0 et 1, ça vous dit est-ce que la population est en bonne santé, est-ce que la population est éduquée, est-ce qu'il y a une économie mesurée par le PIB, ça serait à discuter, mais en tout cas une économie qui fonctionne. Et donc les pays très développés sont à droite et les pays peu développés sont à gauche. Les pays les plus bas sur cet indice-là, c'est des pays comme le Soudan, comme la République démocratique du Congo, qui sont à 0,4, on les 0,4. Et puis de l'autre côté, la Norvège à 0,97, la France à 0,92. Et vous voyez, il y a un petit rectangle, il y a un endroit où on aimerait que tout le monde soit, qui est à la fois soutenable, on consomme moins de une terre, et en même temps on vit bien. Enfin, selon cet indice, on nous dit la vie est bien. On est dans les catégories, disons, au-delà de 0,7, le High Human Development, selon l'ONU, c'est au-delà de 0,7, et au-delà de 0,8, c'est le Very High. Donc nous, à 0,92, on est vraiment super high. Et regardez, il n'y a pas beaucoup de pays qui sont dans la zone à viser, quoi. Alors les pays qui sont soutenables, la vie est difficile, et les pays où la vie est bien, ils ne sont pas soutenables. Les pays ne sont pas indiqués là, tout là-haut c'est le Qatar, les Américains sont juste le truc à 9, le point 9, l'Europe, la France, tout ça c'est dans les points bleus, etc. Donc on est dans une situation où on utilise plus de ressources de la Terre que sa capacité à se régénérer naturellement, et avec un multiple qui devient suffisamment grand pour que ça soit inquiétant, et péniblement inquiétant. Donc là on est juste, on ne parle même pas de CO2, là on parle de simplement l'exploitation de la Terre pour, évidemment, le confort humain, sans aucun doute, en tout cas d'une partie de l'humanité, parce qu'il y a une énorme partie de l'humanité pour laquelle le confort, c'est une notion lointaine. Et je rebondis sur ça, parce que, en fait, si on était là, aujourd'hui, on est en 2025, et le dernier rapport que vous montre Roland, le plus récent, montre bien qu'on aurait besoin presque d'une dizaine de terres pour survivre. Et on a un paradoxe extraordinaire, c'est que la science-fiction, depuis les origines du genre science-fiction, a postulé l'omniprésence des terres dans l'espace. La pluralité des mondes. Isaac Asimov, dans les années 50, calcule même le nombre de planètes habitables dans l'univers. Et donc, d'une certaine façon, on pourrait se dire, la science-fiction nous a donné la réponse. Il suffit d'aller chercher les autres terres dont on a besoin. Exactement. Celles qu'on appelle les super-terres. Les exoplanètes qui sont découvertes. Il y a une planète B. Voilà. Un des poncifs qui sont découvertes. De la science-fiction, c'est il y a une planète B. Il y a une planète toujours. Et donc, la science-fiction nous a habitués à penser que c'est pas grave. Si on commet des erreurs sur Terre et qu'on n'arrive pas à les réparer, c'est pas grave. Il y a plein d'autres mondes dans l'espace. Il suffit, c'est un petit détail, de les atteindre. Sauf que cette idée de la science-fiction, de la pluralité des mondes vivables, viables, disponibles, de ces milliers de planètes qui nous attendraient de l'autre côté de l'univers, elle rentre en conflit complètement avec le réalisme et les principes de connaissance aujourd'hui que nous avons du voyage dans l'espace, du fonctionnement du système solaire et de l'inaccessibilité fondamentale des autres terres. Et alors on se retrouve avec un paradoxe dramatique, presque quelque chose qui serait de l'ordre du choix cornélien, c'est est-ce qu'on choisit de mourir sur Terre en ne faisant pas les réformes nécessaires dont nous avons besoin pour prolonger l'habitabilité de notre planète, ou est-ce qu'on part comme des fous en sachant qu'on ne les atteindra pas
vers des exoplanètes inaccessibles où probablement nous allons mourir d'épuisement, de faim ou d'absence de ressources. Et donc la science-fiction qui nous avait habitués à penser la possibilité d'une planète B comme quelque chose d'évident, vient en contrepartie de ce diagramme nous rappeler que l'évidence, elle n'est pas là justement. Et donc qu'allons-nous faire et qu'est-ce qu'on peut imaginer pour peut-être à un moment donné ou à un autre trouver une autre solution pour vivre ou sur Terre ou à côté de la Terre. Un autre diagramme qui permet de montrer la question des limites planétaires. Alors ça, c'est une idée initiale qui vient de Johan Rockström, publiée il y a déjà presque 15 ans, et qui maintenant est mise à jour régulièrement sur la notion de limites planétaires dans différents domaines. Alors on peut regarder par exemple climate change, la concentration en CO2 ou le forçage radiatif, la secteur qui s'appelle Novel Entities, et toutes les Novel Entities, tous les trucs qui ne sont pas dans la nature habituellement et que les humains ont mis. Ça peut être les PFAS, par exemple, ça peut être les pollutions plastiques, par exemple. Ça, c'est Novel Entities, etc. Je vous laisse découvrir en anglais. Bon, en tout cas, donc quand c'est rouge, c'est que ça va mal. Voilà. Quand c'est rouge, c'est qu'on a dépassé la limite. Il y a eu 9 secteurs qui ont été définis dans ces limites planétaires qu'il ne faudrait pas déplacer. Nous avons enfoncé 6 de ces 9 limites. Et nous sommes en progrès. Enfin, j'entends par en progrès, in progress, c'est-à-dire ça continue. Voilà. Ah, donc, on voit que cette question des limites planétaires, elle n'est pas valable. C'est pas le CO2 atmosphérique, n'est qu'un sous-problème de plein d'autres problèmes. Se focaliser sur le CO2, on peut difficilement sous-estimer les questions de réchauffement climatique liées à l'accumulation de gaz carbonique dans l'atmosphère qui perturbe l'équilibre radiatif de la Terre et enclenche ce réchauffement qui nous afflige. Mais ce n'est qu'un élément de la biosphère, des systèmes d'usage des terres, de l'eau. L'eau bleue, l'eau pour boire, l'eau verte, l'eau pour les plantes, l'eau pour l'agriculture, l'eau pour simplement faire pousser des plantes que l'on mange, sur les flux biogéochimiques. On parle du carbone, du cycle du carbone. Bien sûr, Pierre Thomas, il y a quelques années, nous a fait une magnifique conférence sur le cycle du carbone, qui aboutit pour partie, enfin qui est perturbé par les émissions humaines. Mais il y a aussi d'autres flux biogéochimiques, phosphore, azote. Je ne rentre absolument pas dans la question, ce n'est pas le point ici, mais pour dire, voilà, en gros, nous avons franchi les limites. Et quand il n'y a plus de limites, c'est un problème. La question, c'est est-ce qu'on peut s'affranchir des limites? Finalement, il y a ces limites. On avait déjà compris ça dans les années 70. Là, maintenant, on a un bilan très clair, très net. On voit bien que ça ne va pas du tout. Mais dans les années 70, la question se commençait à s'opposer. On était déjà dans la région où on consommait en gros 1 terre par an. On commençait à franchir ce seuil. Est-ce qu'on peut s'affranchir des limites? Et c'est là où interviennent ces rêves d'ingénieurs qui donnent le titre à notre conférence. On va coloniser l'espace. On sait bien que dans le système solaire, il n'y a pas de planète habitable en dehors de la Terre. Mais, après tout, nous pourrions faire d'immenses stations orbitales. Et voilà, Gérard O'Neill, un physicien, qui enseigne à l'université, je crois, de Stanford, et qui publie dans Physics Today, en septembre 1974, un article avec une ingénierie astucieuse et des coûts d'analyse de coûts habiles, sans doute, nous pouvons montrer qu'il est possible de faire des espaces, des structures spatiales autosuffisantes d'ici 2 décades. Alors, vous voyez, ça faisait, disons, on va arrondir l'an 2000, solving many of the Earth's problems, pour résoudre la plupart, beaucoup des problèmes de la Terre. Et oui, si on va dans l'espace, alors tous les humains surnuméraires, on les envoie. Il y a besoin de matière, de ressources. La lumière du soleil qui rate la Terre, on peut la récupérer, faire des choses. On peut exploiter les minerais lunaires, les minerais des astéroïdes. Bref, c'est reparti pour un tour. Mais cette fois-ci, le terrain de jeu n'est plus la Terre désespérément finie où nous touchons les murs de la boîte. C'est le système solaire. C'est le plus grand. Ça laisse du temps. On va sûrement résoudre le problème avant de toucher les bords du système solaire. Donc un article très détaillé, où dedans il y a des plans, enfin c'est très détaillé, techniquement détaillé, il y a beaucoup de choses encore à dire, mais vous voyez, le grand cercle qui est dessiné, c'est la coupe du cylindre. Il imagine d'immenses cylindres en rotation autour de leur axe principal pour créer une gravité artificielle par la force centrifuge sur les parois latérales. Et regardez en dessous l'échelle, c'est le Golden Gate Bridge qui est en dessous. Ce n'est pas des petits cylindres. C'est des machins qui font... C'est écrit dans le tableau, là, mais je vais vous aider, parce que mes yeux, moi-même, ont du mal à voir. Regardez le modèle 4, 32 km de long, 3200 mètres de rayon. Population,
Début de la population, 200 000 habitants. Capacité ultime, 20 millions d'habitants. Première date, on aura ça, pas avant 2008. Il faut quand même réfléchir un peu. C'est toujours facile de faire de l'ironie sur les prédictions de ceux du passé. Évidemment, quand on a dépassé là, on a dit, les gars, ça va pas votre truc. C'est facile d'ironiser là-dessus. Mais néanmoins, regardez l'ambition du projet. On n'est pas dans l'ISS, là. L'ISS, c'est 6 types, des fois une nana en permanence. Puis quand ils sont en train de se croiser, ils sont une dizaine, mais ça ne dure pas longtemps. C'est 6 types en permanence depuis 25 ans. Là, on parle de 200 000 personnes pour commencer. Enfin, le modèle 4, hein, le modèle 1, il est plus modeste, il fait que 1 km de long et 100 mètres de rayon. Hein. Déjà, un début. Bon. Donc on est en train de penser, Gérard Ronil est en train de penser, de mettre en œuvre, de promouvoir l'idée qu'on pourrait faire d'immenses stations orbitales pour y mettre pas un peu d'humains, mais beaucoup d'humains. Alors même 20 millions d'humains, vous vous rendez compte, c'est une question que nous aborderons ensuite, quand on a une population de l'époque, et disons pour faire rond à 4 milliards d'humains, 20 millions, 4 milliards, vous voyez que c'est pas tous les humains quand même. Hein. Donc c'est qui y va? Hein? Toute la question. C'est une bonne question. Qui va y aller, ces 20 millions-là? Parce que là, ça commence à faire du monde, c'est pas 6. C'est pas 6 happy few, des gens triés sur le volet, 20 000 candidats à l'ESA, 7 ou 8 élus. Ouais, donc c'est pas ça. C'est pas des boss ou des bossettes, ça peut être des gens plus largement choisis, mais il y aura bien un critère. Alors voilà, des artistes, des vues d'artistes, pour vous montrer, vous connaissez peut-être Rick Guidici, un space artiste de l'époque assez connu, qui avait travaillé pour la NASA, commandé et qui a fait ce genre de représentation. Là, on voit les cylindres. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit d'abord 2 cylindres. Alors, pourquoi 2 cylindres? On fait un peu de tech, on est dans une conférence de sciences, on est à Florence. C'est la physique. Physique. Les cylindres, ils tournent sur eux-mêmes. Normal, c'est pour faire sur les parois latérales une force centrifuge qui va faire une gravité artificielle. Bien. Mais un cylindre qui tourne, c'est un peu embêtant parce qu'il faut bien qu'il reste dans l'axe. Il ne faut pas qu'il y ait une petite machin qui pousse sur le côté, sinon ça va faire être le bazar. Et donc le mieux pour que ça ne soit pas le bazar alors que ça tourne, ça va mettre un deuxième qui tourne en sens opposé, pap, et les accrocher ensemble. C'est comme les hélicoptères. Les hélicoptères, ils ont une hélice qui tourne, une aile qui tourne, et qu'il n'y a que l'aile, dès qu'il décolle, c'est le truc qui tourne en dessous. Ils ont essayé, ça n'a pas marché. Alors après, ils font 2 solutions. Soit ils mettent un truc en bout de la queue avec une hélice sur le côté pour pousser la queue, que ce ne soit pas le truc qui tourne. Et sinon, ils font comme les Russes. Par exemple, ils mettent 2 hélices et qui tournent dans le sens inverse. L'hélicoptère, il décolle. Ça s'appelle conservation du moment cinétique pour ne pas avoir des instabilités. Bref. À la fin, on voit aussi des grandes parois vitrées par lesquelles va rentrer la lumière solaire, réfléchie par ces grands systèmes qu'on voit là, qui vont réfléchir la lumière solaire et faire remplir la grande paroi vitrée. Tout un système technique, il faut bien discuter, il faut bien échanger avec la Terre. L'intérieur, c'est cool. On voit les 3 grandes zones transparentes. Et puis, on voit là, sur les bandes de terre, on vit. C'est sur la surface, elle est courbée sur l'intérieur du cylindre. Et quand on est à l'intérieur, on voit l'horizon pas qui disparaît. Comme la Terre est ronde, hein, vous savez que la Terre est ronde. L'horizon, il disparaît. Mais là, l'horizon, il n'y a pas d'horizon, ça monte. Ça monte devant vous. Et par la rotation, vous restez collé au bord. Regardez l'intérieur, c'est magnifique. Et on dirait, tu peux remettre juste celle d'avant. Ouais. On dirait presque le Gers. Ouais, c'est un peu le Gers. Hein. C'est un peu la Toscane française. C'est la Toscane française. Mais à l'envers. Pourquoi on fait pas ça? Hein? C'est vrai, t'as raison. C'est super. Bon, ça. On prend le Gers et hop, on dans le cylindre de O'Neill. Ah oui, dans la première image du début, alors attendez, je vous montre ça, alors, parce que plus qu'on en est là, hein, vous rigolez en disant non, c'est pas possible. Regardez cette image-là, celle de Analogue là en bas à droite. C'est une cité complète. Hein. Oui. Life for the Star, James Blish. James Blish, il invente un objet technique impossible, qui s'appelle le spin dizzy. En français, c'était traduit par un mot rigolo, le tourne-bouloche. Le tourne-bouloche. On peut spin dizzy. Et le spin dizzy, ça permet de soulever les villes entières, et les villes s'en vont. Les villes entières de la Terre font sécession, elles ramassent ce qu'il y a en dessous et craquent, elles décollent, et c'est New York, enfin peut-être pas New York, enfin une grande ville qui, paf, décolle, fait son dos, mais les autres, c'est parti. Il n'y a plus besoin de faire le vaisseau, vous partez avec le spin dizzy. On pourrait faire ça dans la Toscane française, qui serait du coup en orbite. Ce serait la classe. Et assez rare. Et voilà, donc commencer à l'intérieur, c'est magnifique, on a envie d'y être, c'est la Terre magnifique, telle qu'on aimerait qu'elle soit, avant que les humains l'aient détruite. Hein, je caricature à peine. C'est sympa, regardez, ouais, c'est pédestre, il y a un couple là avec un enfant, qui regarde, la Terre est magnifique, enfin voilà, tout est beau. Le jardin d'Éden. Et magnifique.
Si vous voulez en savoir plus sur Gérard O'Neill, c'est un personnage assez intéressant. Je vous conseille ce documentaire un peu géographique, mais très intéressant pour raconter en détail son idée, un documentaire de Ryan Steudt qui est sorti en 2021, The High Frontier. The High Frontier, donc là évidemment la frontière vers le haut. Et pour les États-Unis, la question de la frontière est une question importante. Go west, young man, il faut aller vers les frontières. On arrive par la côte est, ça fait on progresse jusqu'à la côte. Et puis après il y a le Pacifique, on s'arrête, on a tout le continent, et puis ensuite vers le haut, évidemment, la High Frontier. Donc cette idée-là, de faire des des cylindres de O'Neill, ça s'appelle les cylindres de O'Neill, ces grands habitats, vous voyez, c'est comme un rêve d'ingénieur qui a été imaginé pour résoudre des problèmes de la Terre, many of the Earth's problems, et qui a été soutenu par la NASA jusqu'en 1980, à l'époque où ils ont décidé qu'ils n'avaient plus d'argent pour faire tout un tas de choses, dont celle-ci, et pour le mettre au profit de ce qui s'est appelé, de ce qui s'appelle toujours, mais qui a disparu maintenant, mais peut-être revenir, qui s'appelle maintenant le Golden Dome, mais qui à l'époque s'appelait l'initiative de défense stratégique, l'IDS, dit projet Star Wars, cher au président Reagan, à l'époque. Et donc ce projet-là, il a quand même été financé, réfléchi dans l'idée qu'on pourrait peut-être, comment on fait ça, donc il y aurait toute une analyse assez technique de comment on pourrait fabriquer ce genre d'engin, et puis d'autres ne sont plus à faire ça. Stanford, par exemple, à l'université de Stanford aussi, on a réfléchi à des tors cette fois-ci, c'est plus une structure en cylindre, c'est une structure en tore, en roue de bicyclette, qui tourne sur elle-même autour de son axe, comme une roue de bicyclette, et qui crée encore une fois, par force centrifuge, sur les parois latérales, une gravité artificielle, avec ce grand miroir, on le voit là-bas, ce grand miroir qui renvoie la lumière du soleil à l'intérieur du tore, dans laquelle on voit sur la paroi latérale des zones vertes, qui sont des zones de serre, des zones habitables, des zones pour les populations. Alors cette idée de station orbitale géante, littéralement géante, le tore de Stanford, le rayon, je ne sais plus combien c'est, mais c'est kilométrique, enfin c'est des choses qui sont de très 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 grande taille, pour accueillir des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'habitants. Ça vient de loin quand même, un petit retour en arrière. 1929, enfin 1928, une année avant son décès, Hernan Potočnik, un ingénieur slovène, imagine déjà, en 1928, on n'a évidemment pas été dans l'espace, le grand Konstantin Tsiolkovsky, un des pères fondateurs de l'astronautique mondiale, avait déjà imaginé le vol dans l'espace à réaction, mais sans rien fabriquer de plus que des idées et des équations, dont une porte son nom, et Potočnik imagine une Wohnradt, un habitat en roue qui tourne sur lui-même avec des plans. Regardez, on le voit, alors je vais le désigner avec ma main parce que je n'ai pas le pointeur, mais on voit ici les personnages qui sont debout comme ça parce que la rotation de la roue les plaque sur la paroi latérale où ils sentent cette gravité artificielle. Non, ça ne marchera pas avec vous, c'est pas un laser. Et donc, où on peut aboutir, il y a un endroit pour accoster en vaisseau, il y a des réflecteurs qui vont capter la lumière solaire pour chauffer un gaz qu'ils proposent être de l'hélium et faire un cycle thermodynamique qui va permettre de faire de l'électricité dans la station à partir de la lumière solaire. Une représentation dès 1929 dans les Pulp, dans Science Wonder Stories, une représentation de la roue orbitale de Potočnik, très très vite. Cet objet a un très grand succès, c'est dans un d'assez grand détail, il décrit même le quotidien des gens dans cette station, comment ils vont devoir s'entretenir, les parties à faible pesanteur, eh bien, il faudra faire plus de gymnastique que les parties à forte pesanteur, comment tout fonctionne, c'est assez bien détaillé. Ça, c'est quelque chose qui est là pour accueillir, on le voit, quelques personnes, peut-être une dizaine de personnes. Donc le tore de Stanford ou le cylindre d'O'Neill, c'est des échelles beaucoup plus grandes, ou orbital aussi, alors Werner von Braun, on peut difficilement sous-estimer son apport à l'astronautique mondiale. C'est lui qui a fabriqué, conçu la fusée Thallium 5, qui a envoyé les astronautes américains sur la Lune dans les missions Apollo. C'est aussi lui qui est à l'origine des missiles V2, qui a travaillé donc pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a été récupéré, qui s'est rendu aux Américains, qui s'est dirigé vers les Américains devant l'avancée des troupes soviétiques de l'autre côté, pour être capturés par les Américains et entrer dans leur orbite, si j'ose dire. Et eux, ils ont été très contents de le récupérer, de pouvoir faire des progrès considérables à leur astronautique à partir des connaissances de tous ces ingénieurs nazis récupérés à la fin de la Seconde Guerre mondiale pendant toute l'opération Paperclip. Et là, on voit une station, Chesley Bonestell, un grand illustrateur aussi de space art de l'époque. Les petits humains donnent une idée de la station. On est comme dans quelque chose qui commence à être un peu grand, 70 mètres de rayon, je crois, quelque chose comme ça, c'est déjà écrit, 75 mètres de diamètre, qui fait 3 tours par minute pour créer une gravité d'1/3 de gravité terrestre à l'intérieur, 80 personnes,
Et donc, pour faire des choses dedans, alors regardez, on peut retrouver sur Internet, je ne résiste pas au plaisir, en tout cas de voir Wernher von Braun dans un documentaire de Disney qui a été réalisé par les Man in Space, qui a été diffusé très largement avec un succès considérable sur la télévision américaine, qui vous explique comment fonctionne sa roue orbitale. J'espère qu'on aura le son. On n'a pas testé avant. This advanced base or space station will be headquarters for the final ascent to the moon. Our space satellite will have the shape of a wheel, measuring 200 feet across. Its outside rim will contain living and working quarters for a crew of 50 men. Just below the radio and radar antenna is the atomic reactor. Its heat will be used to drive a turbo generator, which supplies the station with electricity. Juste en anglais, excusez-moi. Access to the station will be through an airlock in the hub. The 3 large spokes are elevator shafts, and the small pipes are used as condensers for the turbo generator and the air conditioning plant. The entire wheel will slowly rotate at 3 revolutions per minute. The resulting centrifugal force will produce an artificial gravity for the men in the rim. Notice that the floors are placed so that the men stand with their heads towards the hub. The wheel is divided into 9 sections. The first section is headquarters and communications. The next section will be for Earth weather observation and prediction. Military reconnaissance experts, aided by powerful optical and radar telescopes, will observe every point on the globe as the space station makes its complete trip around the Earth every 2 hours. Next is the emergency hospital section. And then the astronomy division, where men will keep an eye on the rocket ship as it makes its trip around the moon. The rest of the space station will house calculating machines, maintenance facilities, air conditioning equipment, living quarters, and even a botanical and zoological laboratory. Vous voyez, le but de cette station, c'est une station qui va observer la Terre. Alors, pour plein de raisons, on les imagine météorologiques, on les imagine aussi militaires sans aucun doute, et observer l'espace, et puis toutes les fonctions qu'il nécessite pour vivre à l'intérieur, un hôpital, de quoi manger éventuellement, des choses où on peut fabriquer, il faut faire pousser quelques plantes, des zones de vie. Enfin, c'est une station comme un outpost, on dirait, comme un endroit pour observer de haut la Terre et de plus près, enfin pas beaucoup plus près, mais enfin plus efficacement, sans l'alternance jour-nuit par exemple, pour observer le ciel. Cette station de von Braun, elle est mise en scène dans un film de science-fiction qui s'appelle Conquest of Space. On la voit en arrière-plan. Alors les effets spéciaux de l'époque, évidemment, ont l'air un peu datés maintenant, hein. Mais voilà le double problem. Il y a 2 objectifs, observation post, un lieu d'observation, et un endroit à partir duquel on pourra assembler des véhicules spatiaux pour aller plus loin. C'est vraiment pensé comme j'arrive en bateau au bord de la côte, c'est ma fusée, je me pose là, je fais un poste, et à partir de là, je fabrique de nouveaux engins pour aller plus loin. Pensez comme l'exploration du continent américain, l'exploration, puis la colonisation, puis l'occupation complète du continent américain ou même de toutes les puissances coloniales européennes. Et donc on est dans une situation où ces colonies orbitales sont des petits éléments qui permettent d'aller plus loin, et éventuellement sur la Lune, sur Mars, sur tous les autres mondes du système solaire, mais comme un poste avancé, et non pas comme un lieu de vie, au sens où il y aurait des populations considérables, de dizaines de milliers, jusqu'à plusieurs millions de personnes. Alors, les images de O'Neill, enfin, les cylindres de O'Neill et le tore de Stanford ont donné les 2 images. On a vu celle du cylindre de O'Neill, celle du tore de Stanford. Ben, en voici, regardez, ça ressemble étonnamment à une gentille banlieue américaine de personnes qui ont des sous, avec un beau paysage et de la belle technique. Il n'y a pas trop de monde, malgré tout. Donc, il faut, malgré les 200 000 personnes, il faut avoir si on ne veut pas trop les voir, il faut une grande surface. Regardez, c'est très beau. On a envie d'être là. Là, c'est pas la Toscane française en orbite, mais voilà, c'est les belles demeures des familles américaines fortunées qu'on met dans l'espace. Alors, du côté des soviétiques, je ne vais pas longuement épiloguer, mais pour montrer qu'eux aussi, ils ont des ambitions orbitales. Là, on voit Andrei Sokolov, un artiste, un space artiste russe, 1980, qui nous montre aussi, voilà, vous voyez la structure à droite, avec quelque chose qui est la navette Buran,
quelque chose à droite, qui est en fait une des sphères qu'on voit à gauche, qui donne une idée de l'échelle très considérable de la structure qui est représentée ici, un peu différente, qui n'est pas sous forme de tore, mais sous forme de plateforme hémisphérique et placée sur un cercle en rotation, toujours pour donner une pesanteur artificielle, avec au centre un réseau de panneaux solaires photovoltaïques, sans doute photovoltaïques, qui vont collecter la lumière solaire pour produire l'électricité nécessaire au fonctionnement, et puis tout un tas d'appareils, sans doute de communication, de gestion de tout ça. Donc on le voit, on est passé des premières stations orbitales rêvées, historiquement rêvées, Potočnik, Wernher von Braun, petites stations avec des petites quantités de personnes pour essentiellement mettre un pied dans l'espace et s'y poser en permanence, un peu ce que fait la Station spatiale internationale, avec une ambition plus grande d'observation de la Terre et d'observation du ciel. La Station spatiale internationale n'observe guère le ciel, elle observe bien la Terre, mais c'est juste pour les gaiements des astronautes qui s'y trouvent et pour leurs réseaux sociaux. On observe la Terre plutôt avec des satellites spécialisés et dévolus, comme le satellite Discover, par exemple, spécialement dévolu à l'observation de la Terre, ou le système Copernicus. On regarde la Terre, on regarde le ciel, avec des satellites spécialisés, ce n'est pas des stations qui font ça. Et puis la Station spatiale internationale, finalement, on n'y fait absolument aucun des usages qui étaient imaginés par von Braun ou par Potočnik. Et ensuite, avec cette émergence de la problématique des limites de la Terre, on imagine des stations orbitales qui, pour le coup, deviennent alors des cités célestes ou pas. C'est la prochaine On peut diapo. laisser sur ça. On peut laisser sur celle-ci, Ouais. sur celle de l'avant, et après... Oui, alors, des cités, en fait. Maintenant que vous avez tout l'aspect, toute l'historique que vous a donné Roland, de la possibilité technique de ces stations, des différents usages qu'on peut en faire, scientifiques, protection de la Terre, on parlait de protection de la Terre, on peut imaginer que ce qu'on fait dans la Station spatiale internationale a un impact sur la compréhension des phénomènes terrestres, mais dans les années 70, il y a cette idée, vous avez bien compris, que la Terre a atteint ses limites, nous en avons la confirmation, il y a des problèmes de surpopulation, ou en tout cas d'épuisement des ressources naturelles, et les exoplanètes, qu'elles soient de la science-fiction ou qu'elles soient découvertes par les scientifiques depuis 1995, depuis 51 Pégase B et toutes les autres, elles sont beaucoup trop loin. Donc la seule alternative qui se pose, c'est l'alternative de s'affranchir des limites de la Terre, mais en restant dans le voisinage de la Terre. Et donc de trouver un monde artificiel suffisamment grand pour pouvoir survivre ensemble, peut-être par exemple, on voit cette idée dans la science-fiction, hein, le temps de mettre la Terre en friche. Peut-être que la Terre se régénère, retrouve une deuxième jeunesse et ne soit plus écrasée par le poids que nous représentons, que l'humanité représente. Et donc cette idée des stations géantes avec 200 000 personnes, 2 millions de personnes dans le projet de O'Neill, et vous avez vu comme ça intervient très vite. 1972, les limites de la croissance. 1974, Gérard K. O'Neill imagine ces stations orbitales, et la science-fiction va s'en saisir. Mais le problème, chers amis, c'est que, admettons que la possibilité technique de la station orbitale soit vérifiée. Admettons que 200 000 personnes, et peut-être même jusqu'à 2 millions de personnes, puissent entrer dans cette station orbitale et survivre physiquement. Avoir de l'eau, de la nourriture, de l'espace vital pour développer sa vie, pour avoir des activités, pour avoir des loisirs. Mais ça ne suffit pas à faire société. Ce qui est le plus important et qui sera l'écueil principal de ces stations orbitales, c'est la sociabilité, le fait de s'organiser pour vivre ensemble. Et ça, cette question de la sociabilité, de comment on fait une cité, c'est peut-être la plus ancienne de toutes les questions de l'humanité. On a cité Platon à plusieurs reprises, mais Platon, au-delà de la réflexion qu'il mène sur l'âme, sur la structure de l'univers, avec tous les autres grands philosophes arabes, grecs ou autres, la première question que pose Platon, c'est qu'est-ce que c'est qu'une cité ? Comment faisons-nous cité ? Comment acceptons-nous de vivre ensemble
sans céder à la violence, sans laisser la domination des plus forts s'exercer sur les plus faibles, sans céder à la peur, à l'inégalité, à l'injustice, à la ségrégation. Comment vit-on ensemble? Là, vous vivez ensemble avec nous parce que vous êtes au Festival de Florence. Vous êtes dans ce qui se rapproche le plus d'une utopie. Mais si maintenant je vous dis, nous sommes dans l'espace culturel là, je ferme les portes et vous n'en sortirez plus. Vous n'en sortirez jamais. Et le problème, c'est qu'il faut maintenant qu'on s'organise. Il y a un espace limité, il y a de l'énergie limitée, il y a des ressources en eau limitées, il y a des toilettes en nombre limité. Ah oui. Il y a quelques conférencières et conférenciers qui peuvent amuser la galerie en montant sur scène, en faisant du théâtre, etc., pour vous divertir, mais il y a un moment donné, vous allez commencer à sentir monter en vous un sentiment de claustration, d'agacement, peut-être de haine, à l'égard de celui ou celle qui fait trop de bruit, qui a des flatulences, qui prend trop de place. Et vous allez commencer à vous dire, on serait mieux si on était moins nombreux. Et puis on n'aurait pas ce problème de gestion de ressources. Les cités grecques se sont créées et fondées sur deux principes fondamentaux que nous avons tendance à oublier, mes amis. La précarité des ressources. Les cités grecques étaient fondées sur la notion de précarité, et donc sur la notion de contrôle de la population, et surtout sur la notion d'égalité citoyenne. Faire cité, ce n'est pas simplement constituer une communauté physiquement viable. Faire cité, c'est donner un sens à la vie collective que nous voulons partager ou que nous avons l'obligation de partager. Et cette question-là, c'est la science-fiction qui l'amène. Et cette question-là, on la trouve dans la philosophie, et notamment dans la philosophie des Lumières. Je vous présente deux ingénieurs, au sens philosophique du terme, des ingénieurs sociaux, on pourrait dire, très connus, Jean-Laurent d'Alembert et Denis Diderot. Les auteurs d'un ouvrage collectif que vous connaissez tous, que vous avez tous plus ou moins lu ou feuilleté, l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 72 000 articles, 134 contributeurs, l'ancêtre de Wikipédia, et tout ça sans intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Très simplement, deux choses. Je commence par Diderot, en bas. Il nous dit toute cité, qu'on appelait avant, désignant anciennement un État, puisque un État, ça n'est finalement qu'une grosse cité. On pourrait dire d'ailleurs que dans le cylindre d'O'Neill, on pourrait constituer un État, après tout, à 2 millions de personnes. Bon, on pourrait aller jusque-là. Toute cité, nous dit-il, a deux origines. Une historique, l'autre philosophique. Comment comprendre ça? C'est simple. La fondation historique d'une cité, on sait ce que c'est. Il y a un moment où la cité n'existe pas. Il y a des villages, des citadelles, des bandes rivales. Lewis Mumford, que tu connais bien, Roland, a travaillé sur ces questions-là. Il y a même des lieux sacrés, des religions, des mystiques, des transcendances. Et puis, à un moment donné, quelque chose se fait et la cité va éclore. Sur un consensus, un contrat social, mais aussi sur la défense d'une identité. Elle a donc une origine philosophique. La cité, elle répond à la question philosophique, voulons-nous vivre ensemble? Et sommes-nous capables de nous mettre d'accord sur les bases de notre société? Nous ne sommes pas une société ici. Nous sommes un agglomérat de personnes passionnées d'astronomie qui se retrouvent chaque année à Florence pour partager un festival. Vous faites partie d'une société, mais là, devant moi, et avec tous les intervenants et tous les organisateurs, même si on s'aime beaucoup les uns les autres, je suis heureux d'être avec vous, eh bien, on n'est pas une société. On est un groupe de personnes réunies autour d'un projet. Faire société, c'est choisir quelque chose qui va déterminer durablement la communauté que nous allons former, pas le temps d'un festival, mais sur une très longue durée. Et Diderot nous dit, attention, une ville, c'est autre chose que simplement des murs et des limites, des structures, des murailles, etc., comme finalement Roland l'a montré, c'est un projet de vie commune. Et Jean-Laurent d'Alembert,
ajoute une part très importante, il nous dit la communication des idées, c'est le principe qui est à l'origine de la formation des sociétés. Ça veut dire, si je ne suis pas capable de créer les conditions par lesquelles j'échange des idées avec les autres, je ne mérite pas le nom de société. Et donc ce n'est ni une cité, ni une société, c'est un centre de vacances, c'est un groupe de passionnés, mais ce n'est pas une société. Et donc à partir de ces deux références, et on peut avancer, la science-fiction va se poser la question de comment rendre viable à long terme une station orbitale de grande taille qui formerait une société durable. Alors on a des tas d'exemples, j'en ai choisi un qui est sans doute pour vous l'un des moins connus, qui est écrit par une autrice, par une femme, une américaine, qui s'appelle Caroline Janice Cherry, et qui a écrit dans un cycle de romans que je vous recommande, même si tous ne sont pas disponibles aujourd'hui, un monde dans lequel il existe des stations orbitales de très grande taille, des vaisseaux spatiaux également de très grande taille, et elle nous explique comment ces cités du ciel s'organisent. Alors je vous ai mis un petit extrait pour vous montrer un peu le sense of wonder de la science-fiction. La capitaine Pionfar, qui n'est pas humaine en réalité, hein, c'est une autre espèce. On est dans un monde où il y a des milliers d'espèces intelligentes dans l'univers. La capitaine Pionfar se dirigea sans hâte vers le poste de mouillage de l'Orgueil. C'est amusant, l'Orgueil, c'est le nom de son vaisseau spatial. La route était longue, ça vous montre l'importance, la taille de la station. Les docks annulaires, on a l'impression d'être dans un tort de Stanford, les docks annulaires s'incurvaient au loin, devant et derrière elle, bordés d'un côté par des bureaux et des commerces. Des bureaux et des commerces, donc une administration, une activité économique. Une administration, une activité économique. De l'autre par les hautes grues mobiles, probablement des constructions, un travail de développement d'infrastructures, pointé vers l'axe lointain de la station, de sorte que les plus distantes paraissaient faire un angle démentiel avec l'orbe de l'horizon. On est dans quelque chose qui ressemble au tort de Stanford. Déjà, vous voyez, rien que là, vous avez une activité intense de la station. Vivre dans une station orbitale, c'est avoir une pluralité d'activités complémentaires. On pourrait penser au phalanstère, par exemple, de Charles Fourier, une des utopies très connues, où il faut avoir beaucoup d'activités différentes. Et puis surtout, à intervalles réguliers, se dressaient des panneaux donnant des informations sur les arrivées, les départs. On a l'impression d'être dans une gare centrale, hein, les bâtiments à quai, leurs ports d'attache, les marchandises, etc. Et elle nous dit, depuis sa rentrée, l'Orgueil, son vaisseau spatial, avait violé une multitude de procédures réglementaires, et à l'heure qu'il était, un bureaucrate devait sans doute être en train d'éplucher son manuel de service pour faire le compte de toutes les infractions. Et voilà, de façon la plus prosaïque, hein, la plus terre-à-terre, je vous ai donné la philosophie des Lumières, hein, mais là je vous donne la version terre-à-terre, bien la place du droit. Dans une société, quelle qu'elle soit, 200 000 personnes ou 2 millions de personnes dans une station orbitale de type de Tort de Stanford ou de type de Gérard Cowenil, il faudra du droit. Qu'est-ce que c'est que le droit ? On peut le définir de 1000 manières différentes, mais c'est simplement un mode d'organisation sociale et de résolution des conflits qui ne fait pas appel à la violence physique. On ne résout pas les problèmes par la force, on les résout par le droit, et c'est la condition sine qua non. Et c'est pour ça que la science-fiction, je pourrais prendre des tas d'exemples, hein, mais je vais accélérer pour qu'on reprenne la suite de la conférence. La science-fiction est probablement, de toutes les littératures de l'imaginaire, la plus juridique de toutes. Parce que chaque fois qu'elle crée une société, elle est obligée d'inventer les règles d'organisation sociale, coutumières, normatives, administratives, réglementaires, qui sont la condition sine qua non. Le droit, c'est le socle commun qui nous permet d'exister et de vivre ensemble. Et si vraiment on ne pouvait pas sortir de cette pièce à la fin de cette conférence, au début l'excitation nous saisirait, quelle aventure, et puis au bout de 4, 5 jours, 6 jours, 7 jours, on commencerait à se demander s'il ne faut pas qu'on se dote de règles de droit pour éviter des massacres, pour éviter des déprédations et des violences réciproques. La question qui vient juste après, c'est diversité d'activités, réglementation commune et donc pouvoir politique. Quel type de pouvoir politique doit-il y avoir
lorsqu'on est enfermé dans un monde fini, dont les ressources sont limitées et dont la population est incompressible. Parce qu'on n'est pas dans un mauvais récit de science-fiction où on déciderait que la moitié d'entre vous est passée par le SAS. Sur des critères, par exemple, je vais faire ça, hein, tous ceux qui ont des lunettes, dehors. Ben oui, parce qu'ils ne voient pas bien les Pléiades comme les soldats de Darius. Et donc, ils ne sont pas bons à l'armée, ils ne peuvent pas faire régner l'ordre. Donc, tous les gens à lunettes, dehors. Hein, Roland reste, moi, je sors. Donc, il faut trouver des critères. Et le critère, ben, c'est le pouvoir politique. Et on a un portefeuille de régimes politiques à notre disposition. Mais la question que je vous pose, c'est pour autant, faut-il réactiver les vieux régimes politiques? Alors Aristote nous dit l'État est un fait de nature, car naturellement l'homme a besoin d'organiser, de réglementer l'exercice du pouvoir politique. Et le but du pouvoir politique, je sais qu'on peut avoir des doutes quand on voit nos politiques d'aujourd'hui, mais chers amis, le but du pouvoir politique, c'est l'intérêt général. Rappelez-vous que quand vous votez pour quelqu'un ou quelqu'une, vous lui donnez la mission sacrée de défendre l'intérêt général. Pas des intérêts particuliers, pas ses intérêts à lui ou à elle, l'intérêt général. Alors par exemple, les Romains avaient trouvé une solution. Vous avez tendance à vous extasier sur la République romaine en disant « Ah, la République romaine ». Et la République romaine, c'est un régime très inégalitaire. Il y avait des classes de citoyens. Selon qu'on était riche et qu'on pouvait payer cher, une taxe a un sens, ou selon qu'on était pauvre et qu'on était sans classe. Et à ce moment-là, eh bien, plus on était riche, plus on payait de taxes, et plus on avait des centuries. Or, le nombre de centuries était déterminant parce qu'on ne votait pas par tête dans la République romaine, mais on votait par centuries dans ce qu'on appelait les comices, les assemblées. Donc on pourrait choisir un modèle républicain romain très inégalitaire, où on dirait par exemple, soit ceux qui ont le plus d'argent, soit ceux qui ont le plus haut QI, soit ceux qui ont par exemple fait des études de sciences, par exemple un gouvernement de physiciens. Alors ceux qui ont fait de la physique gouvernent et puis les autres se taisent. Ou on pourrait imaginer, par exemple ici, comme vous le voyez, peut-être vous le reconnaissez, le fonctionnement de Venise, de la grande République de Venise, l'Assemblée du Doge de Venise, où on délibérait sur les enjeux de la cité. Alors après cette discussion importante, parce que vous avez vu que les stations orbitales, ça peut être des problèmes techniques, on n'est pas rentré dans tous les détails techniques, c'est d'abord des problèmes techniques, qui sont d'une certaine façon pour des scientifiques les plus intéressants, les plus excitants, mais peut-être pas les plus simples à résoudre finalement, enfin les plus simples, qui sont sans doute plutôt les plus simples à résoudre, contrairement aux problèmes sociaux, politiques, d'organisation, qui peuvent donner lieu à beaucoup de discussions, pour rappeler que malgré tout, en dépit donc de on a vu une espèce de balancier, des petites stations pour observer la Terre, observer le ciel, un avant-poste, d'immenses stations pour régler les problèmes de l'humanité, peut-être, d'immenses stations. Et puis on voit ce qu'on a maintenant, enfin ce qu'on a eu, les stations Mir, les stations Salyut, stations ISS, la Station Spatiale Internationale, station Skylab américaine, beaucoup plus modeste station. Donc on est revenu à des plus petites choses, même beaucoup plus petites que celles qui étaient imaginées par les premiers ingénieurs avant même l'ère spatiale. Et il y a encore maintenant quelques propositions qui arrivent et qui sont relativement récentes. Les plus récentes, c'est celle-ci, Kalpana 1, une station imaginée en 2006, qui est là-haut. Là, c'est une vue d'artiste, évidemment, avec l'intérieur. Bah, c'est toujours la même chose, hein, c'est joli, c'est beau. C'est la belle banlieue où il y a ceux qui ont des sous, il y a ceux qui creusent, et ceux qui creusent, ils sont sur Terre. Et puis, voilà. Alors, si vous avez vu la série The Expanse, Kalpana 1 a servi de base pour le vaisseau, le Nauvoo, le vaisseau là, des Mormons. Bon, bref. C'est pour ceux qui ont vu The Expanse. Et donc, voilà une station orbitale qui est un peu plus sophistiquée encore techniquement. On a plus de moyens de calcul. On a éventuellement réfléchi sur les propositions de O'Neill, les propositions du Thor de Stanford. On a amélioré tout ça. On a d'autres idées. Donc, on a quelque chose de peut-être mieux fichu d'une certaine façon techniquement. Population 3000 personnes, ouais, c'est quand même pas mal. C'est pas autant que les autres. Les Français aussi ont fait ça. Deux anciens ingénieurs, Pierre Marx et Olivier Boisard, ont imaginé ça, la station Apogeios en 2011. Alors là, c'est une station très légère pour le coup, avec l'ambition de faire une station qui soit techniquement irréprochable, mais aussi facile, entre guillemets, à faire. Enfin, ou embarquer 100 millions de tonnes en orbite, on dit, bon, ça va pas être facile. Ah, mais si c'est embarquer 10 000 tonnes, combien elle pèse celle-là?
750 000 tonnes, bon, c'est pas mal, mais enfin peut-être on peut y arriver. Donc est-ce qu'on ne serait pas capable, si la station était plus légère, mais de grande taille malgré tout, capable de la fabriquer, alors avec plein de détails techniques, de fonctionnement, etc. Encore une fois, des rêves d'ingénieur qui en soi posent un problème qui n'est pas inintéressant, d'exercer son esprit d'ingénieur, son esprit créatif, technique, pour dire comment je vais fabriquer, comment elle va fonctionner techniquement, cette station orbitale. Alors il y a eu la traîne de ces stations géantes imaginées dans les années 70. Maintenant, on en est réduit à des projets ridicules, avec 5 personnes, des stations commerciales, des hôtels orbitaux, littéralement. C'est des projets, pour l'instant Orbital Reef et les projets NanoRacks, etc. Des projets de stations commerciales, cette fois-ci. Pour la fin de l'ISS, il était question à un moment donné, maintenant c'est tout à fait d'actualité, mais qu'elles soient vendues et qu'elles soient achetées par des privés qui l'utiliseraient pour leur usage, qui vendraient la place. Maintenant on vend des places dans l'ISS, il n'y en a pas beaucoup. Ça coûte 20 millions de dollars, ça vous donne déjà une idée du niveau de finances dont vous devez disposer pour atteindre ça. Donc cette fois-ci, des stations orbitales, mais alors encore plus petites cette fois-ci. Alors on se rend bien compte qu'il y a 300 000 personnes, 20 millions de personnes imaginées par ONI dans les plus grandes stations. On se dit, bon, ça fait du monde. Il y aura peut-être moi dedans si on avait le rêve de rentrer dans ce genre de station. Mais quand il y a 5 ou 6 personnes, vous oubliez, quoi. Ça sera probablement aucun d'entre vous, enfin sauf s'il y a un milliardaire caché dans la salle, ça sera aucun d'entre vous. Et donc c'est ce qu'on voit aussi dans une série télévisée extrêmement bien qui s'appelle For All Mankind, que vous avez vu, une uchronie, qui raconte l'ère spatiale, les débuts de l'ère spatiale, mais alternative. Alors, c'est de spoiler dès le premier épisode, mais c'est les Russes, les Soviétiques qui arrivent les premiers sur la Lune, et puis bon, il se passe plein de choses. Et puis après, il y a des saisons 2, saison 3, et au début de la saison 3, voilà ce qu'on nous montre, une station orbitale, qui ressemble encore exactement de ce point de vue-là, du point de vue fonctionnel, rien n'a été inventé de nouveau. Hein. C'est une station qui ressemble exactement à la station de Von Braun, enfin avec des détails. Polaris Hotel, c'est un hôtel spatial, un hôtel orbital. Il faut vraiment avoir des sous pour aller là-bas. Vous voyez qu'il est assez grand, la navette contient quelques personnes, 5-6 personnes. C'est un objet assez grand, mais qui reste quand même décamétrique, quelques dizaines de mètres de diamètre. Et c'est exactement les stations qu'on voyait avant. Et c'est un hôtel avec un ascenseur. Enfin, c'est exactement tout ce qu'on a imaginé depuis le début. Il n'y a absolument rien de nouveau. On n'a pas innové de ce point de vue-là. Simplement, on est revenu maintenant des stations, l'imaginaire, ou ce qui est représenté, disons, dans ces films, dans ces œuvres, c'est plutôt des petites stations. Et ça, on l'avait déjà dans Contact de Carl Sagan, où dans ce roman Contact, hein, qui a été passé au cinéma avec le succès qu'on connaît, voilà, on nous explique à quoi servent les stations orbitales aussi à l'époque où se déroule le roman Contact. Regardez, les premières et rudimentaires maisons de retraite spatiale, à quelques centaines maisons de retraite spatiale. Pas mal, hein? À quelques centaines de kilomètres d'altitude, furent opérationnelles dans les toutes dernières années du 2e millénaire. Donc c'est déjà passé. En dehors du coup, il existait un autre inconvénient grave. Les dommages entraînés par l'apesanteur sur les os et le système vasculaire rendaient impossible tout retour dans le champ gravitationnel de la Terre. Et pour certains riches vieillards, ce n'était qu'un inconvénient mineur. En échange d'une décennie de vie en plus, ils étaient trop heureux de prendre leur retraite dans le ciel pour finalement y mourir. Vous voyez, ça ne vous concerne pas non plus. Hein. Vous êtes sûrement bientôt à la retraite. On peut leur dire qu'on a des places réduites. Les places sont réduites, c'est un peu cher, mais c'est un voyage sans retour pour passer une paisible retraite en orbite. Alors on le voit aussi dans un autre film que vous avez peut-être déjà vu. Alors là, c'est les Happy Few qui vont, il faut être vieux et riche. Un peu, pas tout à fait synonyme, mais typiquement, on est en moyenne plus riche sur la fin de sa vie qu'au début. Et puis, vous connaissez sans doute Elysium, le film de Neil Blomkamp. Voici un extrait où là, c'est la Terre, à la fin du XXIe siècle, où la Terre est polluée, complètement saturée. La population, regardez, hein, les immeubles, hein, ça ne donne pas envie. Ça, c'est la Terre. On peut faire un peu de tyrolienne quand même, ça a l'air sympa. La Terre, toujours aussi belle vue de l'espace, hein, ça fait partie de l'iconographie spatiale. La Terre est belle depuis l'espace, on constate sa fragilité, etc. C'est pratique, la pauvreté, la misère, on la voit moins, de loin.
Alors les riches, ils sont partis, hein, parce que les riches ont fait sécession, mais ils le font déjà. Pas dans l'espace encore, mais dans des îles, dans des endroits privilégiés, retirés. Et voilà ce qu'on trouve dans l'espace. La station Elysium, qui est un tort de Stanford, maintenant vous avez tous les codes, dont on fait un tour spectaculaire pour montrer comment ça se passe à l'intérieur. Très technique, la machine, et puis en même temps, regardez, voilà, c'est des jolies propriétés, voilà, c'est beau. Plaisir, hein. Il y a du soleil tout le temps dans l'espace, hein. C'est pas l'alternance jour-nuit, tout ça, on s'en fout, hein. Ça marche bien, hein, c'est beau à l'intérieur. C'est beau à l'intérieur. Et donc là, quand on voit le genre de maison qui s'y trouve, on comprend que c'est pas vous, quoi. Déjà sur Terre, enfin, sauf votre respect, hein, mais déjà sur Terre, vous n'avez pas cette maison-là, alors dans l'espace, vous oubliez, quoi. Et alors, le camarade milliardaire, lui, il y croit, hein. N'oubliez pas ça, quoi. Le camarade milliardaire, lui, il pense que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'ils se sont fait un Yalta de la fuite des riches. Elon Musk, lui, c'est la planète B, c'est Mars, et lui, c'est les stations orbitales. Alors, il y a une raison à ça, d'abord, parce qu'ils sont peut-être ennemis jurés, donc autant prendre un autre plan. Mais ensuite, il faut savoir que Jeff Bezos, en 1980, était étudiant. Jeff Bezos a été jeune. Jeff Bezos fait caca. Donc, Jeff Bezos est un humain, hein, malgré tout. Et Jeff Bezos, en 1980, quand il était étudiant à Stanford, il a eu Gérard O'Neill comme enseignant. Donc, il a été inspiré, comme on dit. Maintenant, on ne dit pas il a pompé ses idées. On dit qu'il a été inspiré par Gérard O'Neill dans ces histoires-là. Et donc, il fait explicitement ces images qui sont là, sont des Jeff Bezoseries, elles viennent de ces iconographies, et il nous montre des choses qui ressemblent soit à un tort de Stanford, soit à un cylindre à droite, un cylindre de O'Neill avec évidemment une cité italienne. Enfin, on est dans le bon monde, hein, on n'est pas chez les guignols, évidemment. Donc c'est pas vous, hein, je vous rappelle. Au risque de vous prendre pour des guignols, mais c'est pas vous. Pas moi non plus, hein, je vous rassure aussi. Et donc voilà, cette question-là, vous voyez maintenant elle refait jour dans un monde où finalement ce monde est fini, on l'a compris. Mais il y en a peut-être certains qui vont se dire qu'après tout, eux, ils ont les moyens de faire sécession, hein, comme ils peuvent le faire, comme certains achètent des terres en Nouvelle-Zélande, dans des endroits privilégiés, dans des endroits éloignés, ils achètent des îles, certains pensent faire des cités flottantes. On n'est pas dans l'espace, mais dans les eaux internationales, si on a plusieurs grands bateaux, vous voyez les grands bateaux qu'ils ont là, ils pourraient les faire encore plus grands sans doute, et puis les mettre ensemble, et puis faire un plan, je ne sais où, je ne sais quoi. Pour faire sécession du reste de l'humanité, parce que bon, tout ça est un peu fâcheux, tous ces humains qui grouillent, il y en a trop, ça va pas du tout. Faire sécession et fuir finalement un monde qui ne leur plaît pas, parce qu'ils en sont pour partie responsables. Et donc ces stations orbitales reviennent, elles sont là pour créer un imaginaire positif de l'espace, aussi avec tout un storytelling autour de l'histoire de l'espace, qui pour partie est vrai, mais qui consiste à penser que l'espace c'est beau, l'espace c'est gentil, l'espace c'est de la science et de la technique, et grâce à ça, on va pouvoir sauver le monde. Ça reste à discuter. Et pour conclure, une double conclusion. Alors on va vous faire une double conclusion. On ne peut pas vous laisser sur une note aussi négative, quoique peut-être. Si, hein. Vous connaissez le challenge good cop, bad cop. Hein, bon flic, mauvais flic. Donc on vous laissera deviner qui fait le bon. Qui c'est le good cop et le bad cop? Moi, je ne peux pas venir à Florence faire une conférence sur les stations orbitales dans la réelle et dans la science-fiction et vous laisser croire que Jeff Bezos a raison. Donc n'y allez pas. Quand bien même vous auriez l'argent. Hein. N'y allez pas, c'est cette espèce de Disneyland orbital. C'est le contraire de la culture. La culture, c'est la vivacité, c'est la remise en cause, etc. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est un petit modèle, hein, un petit vadémécum, on va faire comme ça, un petit guide de construction d'une société orbitale, hein, très simplement. Alors si on parle de société de la station, d'abord la société de la station, elle a besoin d'une population. Et cette population, elle est déterminée par un certain nombre d'habitants, donc il va falloir évidemment connaître la quantité. À Athènes, à Sparte, dans toutes les cités, même dans la République romaine, et dans toutes les cités de Mésopotamie, on avait ce qu'on appelait un recensement. Les censeurs, c'était des magistrats, dont le but était de recenser la population. Et bien sûr, cette population, pour qu'elle vive, on a besoin de ressources. Et donc, si on ne connaît pas les ressources qu'on a à bord de la station, on ne peut pas faire une station orbitale viable qui soit destinée à durer.
Donc les deux grandes pressions qui vont peser sur la vie de la station orbitale hypothétique, c'est la population et les ressources. Et pour organiser le rapport entre les deux, dans ce forum central que je vous ai mis, cette symbolique en gros du forum central, de l'agora, eh bien on a besoin de droits. Il faut savoir réglementer l'accès aux ressources pour éviter que, par exemple, dès qu'il y a une alerte quelque part, il n'y ait plus de papier toilette. Parce que les gens se jettent. Ce qui peut arriver. Ce qui est arrivé. Ce qui est même arrivé. Sur le papier toilette. Et après, ça crée des difficultés considérables pour ceux qui ne sont pas dotés de papier toilette. Donc le droit, c'est d'abord et avant tout la nécessité, la condition sine qua non pour organiser un rapport durable, je parle de durable, hein, entre des ressources et une population. Et bien sûr, pour tout ça, on a besoin, car dans toute société, même dans les sociétés anarchiques, même dans l'anarchie en tant que telle, on a besoin d'exercer un pouvoir. Alors ce pouvoir, il peut être démocratique, il peut être aristocratique, il peut être monarchique. Lewis Mumford, que je citais tout à l'heure, nous explique, en anthropologue, en historien, que la monarchie, c'était la forme naturelle à la naissance des cités. Lorsque les cités sont apparues, dans toutes les grandes populations, dans toutes les grandes cultures, ça a d'abord été sur un modèle monarchique, souvent associé au droit divin. Mais peu importe, que ce soit un droit divin monarchique, que ce soit un droit démocratique concerté, consenti, clair, basé par exemple sur une reconnaissance de vote quotidienne, c'est une forme de pouvoir. Et donc on a besoin d'une forme de pouvoir. Et enfin, comme on sera dans une station fermée, eh bien tous ces éléments vont entrer en dialogue les uns avec les autres. Le pouvoir contrôlera la répartition des ressources en respectant les droits des individus. Ces droits des individus pèseront sur la population, mais la population aura également accès au pouvoir. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Même dans une station orbitale, on a besoin de modes de désignation des gouvernants. Que ce soit chez Rousseau, gouvernant ou gouverné, que ce soit chez Bossuet, le droit divin, on aura besoin d'un consentement, d'un assentiment de la population. Si ces portes là-bas ne s'ouvraient pas tout à l'heure, vous auriez besoin de désigner des chefs. Par exemple, Belagamba et Houck comme chef suprême. Voilà. On fait un triumvirat à deux et puis bientôt il y aura un triumvirat. Je commencerai surtout par supprimer les gens qui parlent sur scène. Alors ça pourrait être un petit vadémécum permettant de créer à bord d'une station orbitale hypothétique, avec des ressources limitées et une population définie, ce qu'on appelle authentiquement une société. Dans la science-fiction, il y en a plein. Dans les romans de science-fiction, vous en trouvez plein. Dans la réalité, à l'heure où je vous parle, des stations orbitales qui forment société, je n'en connais aucune. Et pour conclure du côté technique, deux livres, alors ils sont anciens, donc vous ne les trouverez pas facilement, mais je cite d'abord le livre de Gérard O'Neill. Peut-être on peut retrouver des rééditions maintenant de High Frontier, où il détaille tout ça, toutes ces stations. Il y en a plusieurs modèles. Il y a le cylindre qui est le plus connu, mais il y a d'autres petites variantes. Et puis il y a Stewart Brand aussi qui a édité un livre, Space Colonies. Stewart Brand, il va y avoir beaucoup à dire, je ne vais pas me lancer dedans, sinon on est foutu. Mais ce livre, et dans ce livre-là, Stewart Brand, il demande à un certain nombre de personnes ce qu'ils pensent des stations, ces grandes stations, style le modèle 3, là, ce qu'a présenté là, c'est le modèle 3 de O'Neill, donc ce grand cylindre avec une population d'1 million de personnes. Et il leur pose des questions, on leur dit qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il y a plein de gens qui répondent. Alors certains vont dire c'est génial, il faut faire ça. Et puis il y en a une réponse que j'ai conservée, je la trouve intéressante, parce que précisément elle fait aussi écho à cet historien Lewis Mumford dont parlait Hugo. Lewis Mumford, historien et grand réflexion sur la technique, historien de la technique. Et donc il répond ça à Stewart Brand, dit Stewart Brand, sur Stewart Brand. Si vous étiez familier avec mon analyse de The Pentagon of Powers, un de ses grands livres, à Lewis Mumford, vous sauriez que je regarde les colonies spatiales qu'une autre manifestation pathologique de la culture qui a dépensé la plupart de ses ressources à fabriquer des ressources nucléaires pour exterminer la race humaine. Des propositions, ce genre de propositions ne sont que des déguisements technologiques de fantasmes infantiles.
Voilà, c'est assez intéressant, c'est assez tranchant, assez désagréable, mais je pense qu'on pourrait l'appliquer dans la plaque aux stations orbitales, parce que finalement c'est un usual suspect facile à dégommer. Je pense que il n'y a pas besoin d'argumenter longtemps pour comprendre que c'est quand même pas terrible. Mais regardez beaucoup d'autres choses dans des grands systèmes techniques qu'on peut vous proposer actuellement. Je sais pas moi, l'IA, je laisse le choix. Des grands systèmes techniques, eux, sont plus proches de se réaliser, et où le type d'argumentation pour les justifier, le type d'histoire qui est mis en scène pour les justifier, le type d'histoire notamment venant de l'imaginaire de la science-fiction, disons, n'est pas sans complet décalage avec ces histoires qui servent à justifier éventuellement ces stations orbitales qui sont quand même, disons, relativement faciles à dégommer. Mais comme ce sont faciles à dégommer, on peut donner les arguments en étant désagréable, gentiment désagréable, mais après on peut être désagréablement désagréable avec beaucoup d'autres systèmes techniques qui mériteraient qu'on les passe aussi sous la loupe de l'analyse de la philosophie technique, de l'analyse de l'innovation, de la philosophie de l'innovation, de la politique, du droit, des rapports humains, avant qu'on les passe sous l'analyse de la technique. Est-ce qu'on sait le faire? Est-ce qu'on le fait parce qu'on sait le faire? Ou est-ce qu'on le fait parce que c'est utile aux humains? Merci de votre attention. Du coup, est-ce que vous êtes tombé sur des romans de science-fiction qui ont bien compris que les stations orbitales, c'est pas possible, et qui ont montré la vie de la station orbitale en chantier, abandonné, qui finalement a bien vu qu'au niveau des ressources, on peut plus en rien faire, c'est pas possible d'aller plus loin en construction, et qui utilisent cette thématique-là de finalement on peut pas faire. Mais, alors, il y en a un qui n'est pas tout à fait dans l'axe que vous dites, mais que je vous recommande vivement parce qu'il a deux vertus. D'abord, c'est un très bon roman. Des fois, il y a des romans qui sont intéressants, mais qui sont forcément des bons romans. Et ensuite, il est écrit par un grand auteur de science-fiction toujours vivant, Kim Stanley Robinson. Ce roman, c'est Aurora. Oui. Dans Aurora, ça aussi, c'est pas une station. On est carrément au niveau du dessus. C'est un vaisseau interstellaire, mais qui va aller vers la planète visée, dans le monde visé, Aurora, et qui va aller à une vitesse subluminique. Ça va lui prendre beaucoup d'années. Et donc, il faut bien, c'est pas je monte et une demi-heure après je suis arrivé. Non, ça va prendre des siècles et des générations se succèdent dans le vaisseau. Et dans ces vaisseaux interstellaires qu'on nomme vaisseaux génération, eh bien, il faut durer au moins la durée du voyage, disons 200 ans. Et donc, il faut s'organiser comme on s'organisait dans une station orbitale telle qu'on l'a décrite là. Il faut pouvoir vivre à plusieurs milliers d'individus éventuellement. Là, c'est plutôt 500. Il y a la taille limitée par la taille physique du vaisseau. Et avec des ressources, on fait pousser des choses. Il y a un cheptel. Enfin, voilà. Et donc, il décrit toute la complexité et toutes les contraintes qu'il y a sur les habitants du vaisseau qui sont déjà, pire encore, des générations suivantes. Eux, les premiers qui ont quitté la Terre sont déjà morts et c'est leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants qui sont dans le vaisseau actuellement et qui sont en train d'arriver. C'est dans la partie finale du voyage, 10 ans avant d'arriver le voyage. Et donc, il y a d'une part ces éléments-là qui sont très bien discutés, de vie dans le vaisseau, dans un vaisseau génération, avec des contraintes. Là, les limites de la boîte sont très concrètement matérielles. On peut toucher le bord du vaisseau. Le bord de la Terre, on ne les touche pas facilement, mais même si on peut les représenter graphiquement, comme j'ai montré tout à l'heure. Et puis deuxièmement, il y a une chose aussi sur une interrogation sur le voyage interstellaire. J'ai fait d'y aller et de constater que le monde sur lequel on va, il est rédhibitoirement inaccessible à la vie humaine, même s'il avait l'air habitable, vu de loin. Quand on arrive sur place, c'est pas possible. On ne peut pas, je spoil pas, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'on fait? On a fait ce grand voyage et qu'est-ce qu'on fait? Et donc ça pose aussi la question de ça veut dire quoi un voyage interstellaire? Est-ce que ça a encore un sens de voyager dans l'espace? Alors il prend le cas extrême. La science-fiction prend souvent met sous la loupe les questionnements, les magnifie, les amplifie. Un voyage interstellaire, mais ça pose la question en filigrane de est-ce que ça vaut le coup de faire un voyage dans l'espace? Même question pour la question du voyage dans l'espace cette fois-ci, parce que là on parle de station, mais on pourrait parler d'envoyer des humains dans l'espace. Un roman que je vous recommande vivement de Becky Chambers qui s'appelle Apprendre aussi par bonheur. Je vous recommande ce roman, c'est une merveille ce roman. Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, une autrice américaine.
Et donc, ce roman Aurora, alors c'est pour la question plus directement station, Aurora de Kim Stanley Robinson. Il y en a d'autres, ouais. Pierre Bordage alors il a fait dans des vaisseaux génération, Pierre Bordage, alors j'ai plus tous les titres en tête, mais il en a fait, et en général c'est là. Les portes sont fermées, on sort plus d'ici, et il faut s'arranger. Il y a aussi souvent... C'est plutôt dystopique, il y a des éléments plutôt dystopiques. Il y a aussi souvent, dans beaucoup de nouvelles de science-fiction, là, le titre, l'auteur m'échappe malheureusement, mais une nouvelle où il n'y a plus de retraitement des déchets, parce qu'il y a beaucoup la question des déchets. Quand on est dans un circuit fermé, dans une station orbitale, il faut recycler des déchets. Et qu'est-ce qui se passe lorsque cette gestion des déchets ne se fait plus? Et il y a une très très belle nouvelle qui est dans l'anthologie, la grande anthologie de la science-fiction en livre de poche, dans le volume, je crois que c'est Voyage dans l'espace ou quelque chose comme ça. Je vais vous le retrouver d'ici demain. Vous viendrez, vous me donnerez vos coordonnées, je vous donnerai le texte. Et donc, ceux qui traitent les déchets ne veulent plus le faire. Il y a donc une grève littéralement des éboueurs. Et à partir de là, eh bien, la station complètement se désorganise. Et c'est aussi un problème d'éducation. C'est que chaque citoyen, chaque membre de la station doit pouvoir connaître les techniques pour gérer les déchets, exactement comme dans l'utopie de Thomas More, tous les utopiennes et tous les utopiens savaient l'agriculture, parce que c'est la base de la cité, l'agriculture. Et donc il y a cette question-là, où la station finalement meurt, submergée finalement par les déchets. Et c'est un thème qu'on n'a pas suffisamment exploité, c'est la transmission des connaissances de génération en génération. Parce que si une station orbitale doit être une station orbitale viable sur le long terme, c'est par l'éducation qu'elle maintiendra son équilibre et pas simplement par la quantité même des ressources. Donc il y a énormément, on pourrait faire une liste très très longue de nouvelles, notamment de nouvelles de science-fiction. La nouvelle, c'est la forme reine du genre science-fiction, où cette question de la gestion des ressources, on trouve ça aussi chez Heinlein par exemple, dans Les Orphelins du ciel. J'ai bien compris le principe de circularité entre les ressources, la population, le pouvoir et le droit. Mais si on est d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la politique, c'est pas forcément ce qui est de mieux pour réguler la société, ça a historiquement été toujours un peu dévoyé. Et là, ça m'ennuie, j'ai plus le nom du livre, mais je sais qu'il y a un livre qui a été fait il n'y a pas longtemps qui théorise le fait que le droit, finalement, tel qu'il est construit, et les personnes qui l'ont construit, est fait pour perpétuer le clivage entre les riches et les pauvres, entre les sachants et les autres. Finalement, est-ce que dans une station orbitale, si ce sont les mêmes au pouvoir et les mêmes qui font les lois, bien sûr, est-ce qu'on ne va pas avoir les mêmes problèmes? Bien sûr, j'adore votre question. Vous avez 4 heures. Alors, en tant qu'enseignant histoire du droit, la première chose que je dis à mes étudiants, c'est que le droit n'est pas un rempart contre le pouvoir. Le droit, c'est souvent l'instrument qui permet au pouvoir de se légitimer et, s'étant légitimé, de se perpétuer. C'est-à-dire que c'est le problème sur lequel vous pointez. C'est pour ça que je parlais des vieux modèles institutionnels. C'est que si on reste sur le même modèle, le droit aura tendance à le conforter. Ça veut dire que si on monte là-haut, dans cette station orbitale, sans rien changer, absolument rien, à notre façon de vivre, même sous des apparences démocratiques, on aura les mêmes soucis. Parce que le système juridique, pour vous le dire très simplement, c'est le reflet de la société. C'est la société qui lui donne naissance, et ce système juridique, il est là pour maintenir un certain consensus social. Et si ce consensus est mauvais, ce n'est pas le droit qui va le résoudre. C'est pour ça que je parlais de l'origine philosophique des cités. Pour que le droit change, il faut une impulsion politique, une impulsion philosophique, une volonté de changement, ce qu'on appelle en d'autres termes une révolution. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse attendre tout du droit. Le droit réglementera toujours tout. Rappelez-vous qu'il y a eu du droit dans les États totalitaires. Il y a eu du droit monarchique, du droit aristocratique, du droit tyrannique. Il y a du droit démocratique. Donc, le droit ne peut pas résoudre tous nos problèmes. Ce qu'il fait, c'est orchestrer, en dehors de la violence, le modèle social que nous avons choisi. Mais ce modèle social, il faut être capable de le changer.
Donc votre question, elle est parfaitement fondée. C'est d'ailleurs ce que fait Kim Stanley Robinson dans son dernier roman Le ministère du futur, et c'est ce qu'il fait dans la trilogie martienne. Il faut être capable de changer de modèle pour ensuite avoir les outils juridiques qui permettront à un nouveau modèle qu'on aura choisi de fonctionner. Je vais vous prendre un exemple très bête, ça va vous paraître très révolutionnaire, mais c'est purement théorique ce que je vous dis. Tant qu'on fonctionnera sur la sacralisation de la propriété et de l'héritage, on n'aura pas le modèle social égalitaire dont on peut rêver. Parce que l'héritage conditionne les inégalités d'argent et la propriété sacralisée les maintient. Donc tant qu'on sera sur un système comme celui-là, je ne parle pas de communisme, je parle simplement ce qu'ont fait les révolutionnaires au moment de la Révolution, de remettre en cause par exemple la sacralité, le côté sacré de la propriété privée. Ça ne veut pas dire supprimer la propriété privée, eh bien ça a des conséquences sociales que le droit organise. Moi je travaille beaucoup sur les violences faites aux femmes. Pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, le droit a justifié, validé et institutionnalisé la violence à l'égard des femmes. Et depuis quelque temps, depuis quelques décennies, au contraire, il est en train de permettre à cette violence de reculer, avec beaucoup d'autres... Donc pour bien vous répondre, et j'arrête, parce qu'on ne va pas faire 4 heures, mais pour bien vous répondre, voilà, le droit organise la société, mais on ne peut pas attendre de lui l'impulsion du changement. Donc si on monte dans une station orbitale avec les mêmes biais que nous avons, on retrouvera les mêmes biais que nous avons là-haut. Donc notre société ne sera pas forcément là-bas et après là-bas. Merci. Là, c'est parti, là. À Jacques. Oui, merci. J'ai la même question, mais sous 2 formes. De mon expérience de lecteur de science-fiction, j'ai eu le sentiment que la première loi physique qui est violée dans les romans de science-fiction, c'est celle de la conservation de l'énergie. Oui, on est d'accord. Il n'y a jamais de problème d'énergie. Oui, enfin, à ma connaissance, il n'y en a pas. Alors, sauf dans quelques auteurs où il faut... Oui, quelques auteurs. Steven Robinson dans Aurora, il ne viole pas la... Enfin, à part la propulsion du vaisseau, oui. Mais dans le fonctionnement interne de son vaisseau génération, il ne viole pas la consommation de l'énergie. Oui, mais il est entendu qu'il y en a autant qu'il y a besoin. Bon, alors... Mais en fait, ça prend une autre forme qui rejoint un peu ce que tu as dit tout à l'heure sur la gestion des déchets. C'est que le vrai problème, c'est le problème effectivement de la dégradation des formes organisées. Un système abandonné à lui-même, c'est-à-dire clos sur lui-même, a tendance à se dégrader. C'est ce qu'on appelle la deuxième loi de la thermodynamique, etc. Comment on résout le problème sur Terre ? Eh bien parce que le système Terre n'est pas isolé. On fonctionne avec le Soleil. Le Soleil nous envoie en permanence du rayonnement électromagnétique et de basse entropie. Et on crée du désordre sur Terre, mais on le envoie à l'infini parce qu'on l'envoie sous forme de rayonnement infrarouge. Et comme chaque photon infrarouge a moins d'énergie que celui qui nous arrive, on en crée beaucoup plus. Et donc on se débarrasse du désordre de cette façon-là. On l'envoie à l'infini parce qu'il y a cette possibilité de créer des photons à partir de rien. Enfin, à partir de la matière, mais on les crée. Il n'y a pas de conservation du nombre de photons. Donc on est capable de former des choses organisées comme l'agriculture, des plantes, etc. Et puis nous, les villes et tout ce qu'on veut, parce que le bilan anthropique, on le règle de cette façon-là. Parce qu'on reçoit un certain rayonnement du Soleil et on se débarrasse du désordre inévitable sous forme de rayonnement infrarouge. C'est génial, ça. Bien sûr. Alors, mais quand on est sur une station comme ça, on est un système fermé. Alors, pas tout à fait, parce qu'ils peuvent recevoir du rayonnement solaire, précisément. Oui, mais alors, est-ce que ces aspects, justement, anthropiques, sont abordés de façon quantitative ? Pas du tout, par O'Neill. Pas du tout. Donc, en fait, tous ces trucs-là ne fonctionnent pas. Ne fonctionnent pas. Il faudrait rentrer dans cet aspect-là des choses. Absolument. Absolument, bien sûr. Incidemment, pour ceux qui n'auraient pas suivi l'argument, mais bon, c'est pas... Merci Jacques, argument très, très intéressant. Dans ma conférence du marathon des sciences, quand j'ai mis, pour ceux qui étaient là, il y en a qui étaient là ? Ah, ça va. Donc merci. Et j'avais la photosphère du Soleil et la photosphère du fond diffus cosmologique, vous vous rappelez ? Il y en a une qui est très chaude, 6000 degrés, l'autre qui est très froide, 3 Kelvin. J'ai mis la Terre au milieu, disons oui, c'est exactement ce que vient de dire Jacques. On reçoit de la lumière solaire
on bricole des trucs et on rayonne en quantité égale, enfin pas tout à fait égale, légèrement moins, ça s'appelle le réchauffement climatique, mais disons, c'est un, entre guillemets, détail, et on rayonne autant qu'on reçoit, mais sous une autre forme, sous forme d'infrarouge, on le rayonne vers une autre photosphère froide, on a une source chaude, une source froide, la Terre est au milieu, on peut la voir comme une sorte de machine thermique, appelons ça comme ça, parce que la machine thermique, ça fonctionne entre une source chaude et une source froide, une machine thermique qui permet de faire des choses, le vivant, et la complexité, enfin au sens la réduction d'entropie dans le vivant, parce qu'on crée une quantité faramineuse d'entropie en renvoyant en infrarouge qu'on reçoit en lumière solaire. Voilà, c'était juste un... Merci Jacques pour le commentaire. Mais effectivement, dans la partie quantitative, ce qu'ils font en général, c'est qu'ils traitent toute la partie structurelle, dynamique, mécanique, si tu veux, mais pas du tout les détails, tous les détails qui n'en sont pas. La biosphère, comment ça marche. Ils font un joli dessin et c'est beau, et après ils ne regardent pas du tout comment tout ça fonctionne. Et on voit qu'il y a des problèmes. Ceux qui ont entendu parler de biosphère 2, par exemple, qui était un système fermé, enfin hypothétiquement, enfin volontairement, qui voulait être fermé pour faire tenir des humains, quelques humains dans une biosphère complètement, normalement autonome, mais sur Terre. Hein, donc s'il y a un problème, il y a eu un problème, ils ont ouvert la porte, ils sont sortis. Hein, mais ils n'ont pas réussi à maintenir tous les cycles biogéochimiques et tous les cycles biologiques pour que ça soit complètement autonome en termes de structure fermée, complètement fermée, avec aucun échange, ni d'oxygène, ni de carbone, ni de rien avec l'extérieur. Ce n'est pas du tout un problème trivial, cette question que soulève Jacques, n'est pas du tout un problème trivial. Enfin, à résoudre, c'est sans doute. Le premier problème simple, c'est compliqué déjà, mais simple, c'est la structure mécanique. Le deuxième, c'est la structure biologique du bazar à l'intérieur, comment ça tourne et qu'on réussisse à fonctionner. Le troisième problème, le plus dur, c'est les humains. Voilà, on n'est plus rien. On pourrait faire des stations sans humains, du coup on peut se dire peut-être pas besoin de faire de stations. Pas qu'elles nous sauveront. Il y avait une question par là-bas, mais je vois que le micro a déjà tourné, je ne sais pas où on en est, peut-être là-bas. Ah si, voilà, c'est Eric, vas-y Eric. Oui, superbe conférence, mais je me permets une petite critique. Ah vas-y Eric, on voit les critiques. En fait, juste au dernier moment, Roland, tu as échappé à un hurlement, car tu as enfin cité un auteur français. Sinon, tous les auteurs que vous avez cités l'un comme l'autre, c'est vrai. Donc je voudrais juste dire qu'il y a une science-fiction française actuellement qui réfléchit énormément à ce genre de choses. Et je vais citer un auteur qui a fait 2 livres. Un premier livre qui répond à la question qui a été évoquée par Pierre Lénat sur la discussion du traité de l'Antarctique. Ce livre s'appelle Antarctica. Et dis l'auteur aussi. Je vais le donner. Et un autre dans lequel il y a des histoires de stations orbitales. En fait, il y en a 4 autour de la Terre qui correspondent aux 4 puissances en lutte, enfin en équilibre de la terreur, et qui arrivent à s'en sortir plus ou moins bien grâce à ces 4 stations au début et puis du tout après, bien sûr. Et cet auteur, c'est Étienne Cunge. C'est UNGE. Très bien, merci Eric. Merci Eric, tu as tout à fait raison. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs français, d'autrices aussi, hein, dans le space opéra. Voilà. J'avais cité Gérard Klein, mais c'est Gérard Klein, c'était plutôt dans l'autre conférence. Mais effectivement, tu fais bien de le rappeler. Et d'ailleurs, ça me permet de vous dire à tous à quel point aujourd'hui, la science-fiction, on voyait bien dans les stations une domination américaine, mais avec quand même des stations russes et autres. Rappelez-vous que l'approche de l'espace, elle est culturelle, hein, toujours. C'est un regard culturel. Et les Russes n'avaient pas du tout... Il a parlé tout à l'heure, Roland a parlé de l'Uchronie for All Mankind. Mais si les Russes avaient emporté la course à l'espace, sans forcément que l'URSS se maintienne, hein, attention, ça n'aurait pas été du tout le même rapport. On n'aurait pas eu un rapport du tout de la même nature à l'espace. Donc chaque culture vient imaginer le futur technique, hein, et les sociétés... de la façon dont elle est construite, dont elle a vécu. Les utopies anglaises et les utopies françaises ne sont pas du tout les mêmes. Et donc la science-fiction, elle est française, elle est italienne, elle est européenne historiquement, et aujourd'hui elle est internationale. Parmi les plus jeunes auteurs et les plus productifs, vous avez les auteurs chinois. Énormément de femmes entre 25 et 30 ans aujourd'hui en Chine écrivent de la science-fiction. Vous avez entendu parler de Liu Cixin, bien sûr, mais Liu Cixin, c'est déjà un vieil auteur. C'est déjà quelqu'un dont le parcours, nous, il nous semble nouveau parce qu'on a le problème à 3 corps, mais c'est un texte qui est déjà ancien. Et donc voilà, donc tu fais bien, merci de ce rappel. Et d'ailleurs, rappelez-vous que la science-fiction française se réunit
sous forme de convention nationale de science-fiction, et qu'il y a une association qui s'appelle Ose la science-fiction, que vous pouvez défendre et soutenir pour faire vivre la science-fiction en France. Question suivante. Merci pour cette conférence. Moi, j'avais une question par rapport à la notion de société et le fait qu'à la base, pour faire société, il faut quelque chose de relativement homogène. Et un groupe de personnes relativement homogènes qui se rapprochent de certaines choses. Et sur des expériences comme ça qui durent sur des générations, a priori, quand on passe d'une génération à l'autre, les gens qui arrivent, qui naissent, n'ont pas fait le choix de naître là et n'ont pas fait le choix de faire partie de sa société. Alors sur Terre, c'est réglé par le fait qu'on peut passer d'une culture à l'autre, comme vous venez de le dire. Est-ce que là, ce genre de problématique est traité ou comment ça donnerait ? Oui, très bonne question. Alors, l'homogénéité de la société comme présupposée à sa possibilité, c'est pas forcément toujours le cas. Il y a effectivement l'homogénéité de on a décidé de partir, donc on part. On trouve ça chez Heinlein, par exemple, dans Les Orphelins du ciel, ou quand décide de prendre le chemin de l'espace. Mais on a beaucoup d'autres cas ou d'autres romans où, quand c'est par la nécessité, c'est dans la précipitation, et finalement, ceux qui se sauvent ne forment pas du tout un groupe homogène. Dans l'histoire des sociétés humaines, alors encore moins. Je connais extrêmement peu de sociétés ou de cités humaines qui ont été forgées de façon homogène. Elles sont forgées souvent par le jeu des circonstances, beaucoup plus que des volontés. Bien sûr, il y a le récit légendaire ensuite qui vient couvrir la réalité. Rome, par exemple, c'est une cité étrusque dont le fondateur hypothétique est Romulus, mais voilà, il n'y a pas cette homogénéité qu'on trouve dans la légende. Et alors, sur la question de ceux qui veulent, dans les nouvelles générations, partir, c'est une très bonne question. Et il y a des récits sur ça. J'en ai un, par exemple, qui est peu connu, qui a été publié par les Moutons électriques. Alors, j'espère qu'il est encore disponible, qui s'appelle Rite de passage. Rite de passage d'un docteur américain qui s'appelle Alexei Panchin, et qui écrit justement sur ça, c'est-à-dire comment les nouvelles générations, on trouve ça chez Claude Eken d'ailleurs, mais pas dans une station orbitale, comment les nouvelles générations peuvent remettre en cause en fait cette idée de dire, enfin bon, on est dans une station orbitale, vous avez décidé, c'est bien beau, mais nous on veut voir ailleurs. Alors pourquoi on ne peut pas revenir sur Terre? Pourquoi on ne peut pas revenir? Pourquoi vous nous déposeriez pas sur une planète au passage et vous nous laissez en paix parce qu'on a le droit de vivre notre vie? Et cette question-là, elle est abordée. Et c'est souvent, d'ailleurs, par les nouvelles générations qu'est remise en cause la structure de la société, bien sûr. Il y a ça aussi dans les remises en cause de structure de la société. Il y a une nouvelle absolument magnifique de Ursula Le Guin, qui s'appelle « Ceux qui partent d'Aumelas ». Oui. Là, le titre est assez explicite. Je vous dis rien, mais c'est des plus très beaux, beau texte. à mon sens, un des plus beaux. C'est un des 10 plus beaux textes de science-fiction, dans la nouvelle, Ceux qui partent d'Aumelas. C'est dans un recueil de nouvelles, en fait, qui est aux 12 vents du monde, d'Ursula Le Guin. Une grande autrice américaine. La science-fiction a ceci d'avantageux, c'est qu'elle est un laboratoire social, en fait. Donc elle explore toutes les possibilités des sociétés, et c'est comme une expérience de pensée, c'est-à-dire qu'elle vous permet de faire l'hypothèse de telle ou telle cause d'effondrement de la société et de comment on pourrait y répondre. Merci, monsieur. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur. Vous parlez, on embarque des humains, mais on va peut-être aussi embarquer du vivant avec lequel on vit. Donc on va embarquer des animaux, enfin toute la biologie. Est-ce que ça, c'est traité? Et puis une petite question subsidiaire. Si on ferme les portes là, est-ce que vous avez un bouquin avec vous pour toute la durée, qui va durer des années et des années? Si vous aviez un bouquin à emmener, voilà. Oui. Alors oui, bien sûr, dans les stations orbitales, dans les vaisseaux génération, enfin dans les endroits, leur caisse à savon, où il y a beaucoup d'humains dedans et il faut tenir longtemps, effectivement, il y a du vivant, ce qui pose la question que soulevait tout à l'heure Jacques, c'est-à-dire après, c'est pas du tout simple de maintenir ce vivant durablement dans un endroit qui est extraordinairement réduit et qui se dégrade, enfin en tout cas, reçoit peu d'énergie sous forme de faible entropie, mais en rayonne beaucoup sous forme de grande entropie. Donc ça... il y a cette question-là, mais jamais, les autres de science-fiction ne s'embarrassent pas toujours de mettre des détails techniques pour faire vrai, pour que ça fasse sens, qu'on a l'impression qu'ils ont pensé à la chose. Ils rentrent rarement évidemment dans tous les détails qui seraient sans doute très compliqués. Même je le disais encore une fois, dans le système Biosphère 2, qui est un système sur Terre, fermé, dans une caisse à savon posée sur Terre, fermée, tranquille, au sens, s'il y a un problème, on peut ouvrir la porte. L'échec a été patent, et aussi pour des raisons humaines. Ils sont un peu... Il
des frictions internes, en plus d'avoir des problèmes simplement de fonctionnement biologique, de la machine biologique, de l'écosystème ou des écosystèmes internes. Donc ça, ces questions-là sont très difficiles à gérer, très très difficiles à gérer. On fait en pratique, je doute qu'on sache le faire à des échelles significatives. On doit pouvoir faire des séances de pousses contrôlées, d'hydroponie dans des conditions très contrôlées, mais c'est pas la même chose que de mettre 50 humains en plus et puis qu'ils se nourrissent intégralement de ce qui est produit biosphère 2, quoi. Mais ça a été un échec. Ça n'a pas été reproduit ensuite. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs il n'y a pas eu d'autres tentatives dans cet ordre-là, mais en tout cas, voilà, ça n'a pas l'air simple du tout à faire, à concevoir en amont. Mais sinon, qu'est-ce qu'on prend comme bouquin si on n'en a qu'un seul à prendre? Je sais pas, on prend Tancrède de Hugo Bellagamba. Une excellente uchronie. Oui, mais très violente, alors du coup, ça va donner une mauvaise idée. Un peu de... Voilà. Déjà que tu... Voilà, bon. Il risque de devenir rouge et ça va mal tourner. Faut pas l'énerver si on est enfermé ici. Hein. Très important. Moi, j'avais déjà répondu, j'avais dit Gordon Smith, les seigneurs de l'instrumentalité, qui racontent en une trentaine de nouvelles l'histoire du futur de l'humanité. C'est extrêmement poétique. C'est une des œuvres les plus poétiques de la science-fiction avec la Chronique martienne de Bradbury. Donc voilà, moi j'amènerais ça. Et vous, du coup? Et vous, alors oui. Bon, je vous retourne la question. Ah, il y a une question là-bas, il y a un jeune homme qui pose une question. Vous répondrez tout à l'heure. Oui. Proust? Ah oui, ça va occuper ça va occuper un peu, ça, c'est bon. Est-ce que ça va occuper un peu, ça. Sinon, moi j'amènerais la classe historique du ciel, parce qu'il est très bien. Je l'ai acheté tout à l'heure. Proust, pas mal. Et ben, du coup, c'est aussi une recommandation de lecture. Donc on peut dire peut-être que je l'amène ici. C'était par rapport au lien entre politique, ressources, population, droit. Moi aussi, j'allais parler de Le Guin. J'ai pensé aussi à Omnelas, mais je pensais au Dépossédé, où sur Aranares, on est aussi sur un système fermé du fait des relations diplomatiques, etc. C'est une planète, ça reste quand même un corps de taille grande, mais qui est très pauvre en ressources. C'est plutôt pas dans l'aspect technique, mais dans l'aspect très politique. C'est pas une utopie qu'elle décrit, puisqu'elle est ici maintenant. On va en discuter longtemps. Mais dans la société anaristie, il n'y a pas de droit. C'est compliqué et il n'y a pas de loi, il n'y a pas de structure globale qui aurait une hégémonie sur la société, si ce n'est la DITRAV qui, du coup, affecte les gens à des positions. Et en fait, le fait qu'elle affecte à des positions pose plein de questions éthiques. Mais du coup, quand vous parliez de ces stations spatiales, ça me faisait penser à tous ces écrits de science-fiction qui décrivent des cas limites politiques, qui souvent décentrent aussi, parce qu'on a une vision très occidentale, vous voyez, très européocentrée autour du droit, de la cité. Enfin, vous avez parlé des Lumières, vous avez parlé de Platon et d'Aristote. Je veux dire, on reste quand même dans des systèmes politiques européens. Et Le Guin a quand même, on va dire... du fait de son regard anthropologique, la capacité à se déplacer de côté, à proposer une économie organique dans les dépossédés. Mais par exemple, ça c'est en filigrane, mais je pensais à Ian M. Banks dans le cycle de la culture, où en fait tous les gens de la culture ils sont dans des énormes barges stellaires et il n'y a pas de loi. Et qu'est-ce qui fait société quand il n'y a pas de loi? L'éthique, mais c'est toujours des nuances de gris. Voilà, donc... deux recommandations de lecture, Les Dépossédés et Le Cycle. Deux très bonnes recommandations. Deux excellentes suggestions. Lisez Ursula Le Guin, c'est vraiment probablement l'une des plus grandes autrices, fille d'anthropologue et avec beaucoup de travaux sur l'ethnologie et le décentrement, comme vous l'avez dit. Ian Banks aussi, grand auteur écossais, maintenant disparu, avec Le Cycle de la culture. Tout ça, c'est deux... Et je reviens sur ce que vous avez dit, la notion de cas limite. C'est ça qui rend la science-fiction intéressante. C'est que souvent, elle nous propose des situations de crise et des sociétés en crise. On en parlait à l'époque, à l'exposition à Paris, la société en crise qui est un cas limite dont il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire, on sait très bien que notre société probablement ne connaîtra pas ce cas limite, ce cas d'extrême violence parfois, mais la science-fiction permet de l'examiner, de le mettre en scène, de le faire vivre et de voir comment on peut réfléchir à l'évolution de nos sociétés. Moi, personnellement, enfin, après des années et des années de combat en fac de droit, j'ai enfin la possibilité de me servir de la science-fiction pour faire travailler les juristes sur ces questions. Et sur la limite du droit aussi, c'est-à-dire au bout d'un moment, le droit, il maintient le consensus social, puis quand c'est trop en crise,
qu'est-ce qu'on invente, nouvelle catégorie juridique, tout le droit n'est pas dans la loi, évidemment, et donc il y a d'autres choses que les lois pour organiser la société. Dernière question. Bonsoir. J'ai trouvé que votre conférence était très belle, très profonde, en particulier par la dimension politique et puis par la petite critique de l'intelligence artificielle aussi, qui est très bien amenée via l'ineptie de ces stations spatiales. Je voulais juste faire une petite remarque politiquement incorrecte sur la dimension précisément dystopique, sur le côté système clos, sur l'importance qu'aurait le respect du droit. Je me rends compte que finalement, un cylindre d'O'Neill, c'est une bande qui fait à peu près 40 km de long et qui compte 2 millions de personnes. Ça fait penser à des choses. Oui. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Je me suis retenu de le dire pendant la conférence, parce que quand on voit voilà, le système... oui, non, mais on est tout à fait d'accord. Oui. Mais c'est aussi l'un des effets de la science-fiction que de permettre de penser sans l'évoquer directement à ça. Merci Aurélien. Vous avez raison. C'est Aurélien, c'est ça. Hein. Je vois que la casquette il dépasse, mais j'en ai déduit par les cheveux sur les côtés. Ah, moi j'avais pas reconnu. La voix et la mais voix. Ça change rien. Il a quand même raison. C'était un pari sur la voix. Oui, c'est ça. Il a quand même raison. Bon, ben merci à vous. Hein. Merci à vous d'être là. Merci.